Bonsoir à tous et à toutes. On reçoit aujourd'hui du monde, beaucoup de monde, ça fait longtemps. Et j'ai avec moi, à ma droite, Raphaël. Comment ça va, Raph? Eh bien, écoute, toujours aussi bien quand je suis en ta présence. Ah, mais c'est ça qui me touche, c'est ça qui est beau finalement. Et il n'y a rien de plus beau finalement que la présence de Sébastien aussi qui est parmi nous. Comment vas-tu, Seb? Et salut à tous, eh bien ça va super, Marc, je te remercie. Eh ben, je t'en prie, je t'en prie. Et nous avons bien évidemment, ces derniers temps, il est très très souvent présent, Nicolas. Nico, la forme? Ça va, j'aime bien passer mes soirées avec vous. Oh, c'est gentil. Et la personne qui vient de faire au fond, c'est bien évidemment Manon qui est avec nous aussi. Comment vas-tu, Manon? Ça va, j'ai chaud et j'ai faim, mais ça va. Ça pourrait être Mais ça va. avoir froid et très faim, je ne sais pas. Froid et soif, c'est ça exactement. Ouais, C'était tu peux faire quoi, d'ailleurs, une avoir information froid très et peu soif, conventionnelle oui. de ma part, mais Froid et écoutez, soif. voilà, chers auditeurs, vous avez cette petite équipe de cette soirée du 16 mai 2022, et on espère que ce qui va suivre vous plaira. En tout cas, il se trouve que Sébastien, lui, il a beaucoup apprécié une chose qui est sortie il y a quelques années déjà, mais qu'il a regardé récemment. Et oui, je te remercie, Marc. Alors, ce Mais de soir, une fois n'est pas coutume, on va parler un petit peu de séries. Une série en particulier, coréenne, qui a été produite et qui a été diffusée en 2018 en Corée sur la chaîne TVN, qui est une chaîne payante là-bas, un peu l'équivalent de notre Canal+ ici, et qui est également disponible sur Netflix en intégralité. D'ailleurs, Raphaël a vu cette série, donc je pense qu'il pourra confirmer que c'est une série qu'elle est bien. De souvenirs, oui, ça fait déjà 3 ou 4 ans, mais ouais. Et donc, cette série, elle s'intitule Mr. Sunshine. Une série coréenne en une saison de 24 épisodes. Parce qu'on fait une longue série coréenne, parce que même si beaucoup de séries coréennes ne durent qu'une seule saison, en général on est sur 12, 15 épisodes, en tout cas celle que j'ai vue. Là, nous on part sur du 24 épisodes, et c'est des épisodes de 1h15 à chaque fois. Et donc on y suit les aventures de plusieurs personnages, que je vais vous présenter un petit peu après, et des personnages dont les destins vont se croiser au milieu d'événements historiques très importants. Et c'est justement pour moi l'un des intérêts principaux de cette série, c'est que c'est une série avant tout historique. Et alors là où la plupart des séries historiques coréennes vont se concentrer sur l'époque plutôt du 17e, 18e siècle, début 19e grand max, ou au contraire pendant et après la Seconde Guerre mondiale, et bien là on a une série qui se déroule à la toute fin du 19e et surtout au tout début du 20e siècle, à l'époque de l'occupation militaire japonaise. Et il faut savoir que même en Corée, il y a très peu de productions culturelles, en tout cas en film ou en série, qui parlent de cette époque. Je crois, j'ai regardé tout à l'heure sur ce super site de confiance qui s'appelle Wikipédia, il doit y avoir comme 6 ou 7 films qui se déroulent à cette époque et seulement 2 séries, dont Mr. Sunshine. Et bien sûr, nous en Occident, c'est pas une époque qu'on a l'habitude de voir, et pourtant, je me suis un petit peu renseigné dessus par le biais de cette série, et elle est passionnante. Alors, bien sûr, je vais pas trop me pencher sur la période, parce qu'en fait, il s'est passé énormément de choses, mais j'ai quand même essayé de vous la résumer. Donc, pour ce qui est du cadre historique de la série, donc elle prend place à cette époque de la toute fin du 19e et début du 20e siècle, vraiment tout début. Hein. Le gros de la série, c'est entre 1901 et 1907. À l'époque, donc, comme je disais, de l'occupation japonaise et du règne du 26e roi de Corée, qui était le roi Gojong. Alors tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Corée, au milieu du 19e siècle, elle mène une politique isolationniste extrêmement stricte. Le pays se ferme le plus possible en fait aux influences des autres grandes puissances du monde, qui au 19e siècle, vous le savez sans doute, vous qui avez quand même beaucoup de notions d'histoire et sans doute parmi nos auditeurs, au 19e siècle, on a les débuts de la mondialisation, si j'ose dire. Alors, un parallèle très rapide, hein, bien sûr. Mais voilà, la Corée, elle, essaye de se fermer le plus possible à ça pour conserver son autonomie, son indépendance. Et on a une société qui est extrêmement ancrée dans ses traditions et qui a un système de caste très sévère. Vous avez une aristocratie coréenne qui conserve jalousement le pouvoir et qui organise la société de manière extrêmement stricte, et c'est vraiment un système de caste, c'est-à-dire que quand on est dans une caste, dans un groupe social bien particulier, on ne peut pas en sortir. Alors malgré tout, cette politique isolationniste, elle va réussir pendant un temps,
tenons en respect même de grandes puissances comme la Russie, la Chine, le Japon, même la France, qui va essayer tant bien que mal de nouer des relations avec la Corée, les Royaumes-Unis et les États-Unis. Mais ces différentes puissances, et les États-Unis en tête, ils vont mener des politiques commerciales extrêmement agressives, notamment tout ce que la Corée a besoin d'importer. Eh bien, ces grandes puissances vont essayer de faire en sorte de jouer là-dessus pour obliger la Corée à nouer des relations commerciales. Et surtout, là c'est un peu la spécialité des États-Unis, on mène la politique de la canonnade. Alors la politique de la canonnade, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la politique de la canonnade? J'imagine qu'on arrive avec des gros bateaux et on tire sur des gens avec des canons. Alors c'est un peu ça. Alors les gens, c'est un détail, hein. On va surtout tirer sur les ports, en fait, sur les ports commerciaux. Ok. L'idée, c'est que on impose des taxes mirobolantes aux produits importés, notamment que la Corée importe, comme je vous disais. Et si la Corée ne paye pas les taxes, ou un autre pays qui ne paye pas ces taxes, eh bien, on canonne les ports commerciaux jusqu'à ce que le pays accepte de payer les taxes. Bon, dans le cas de la Raquette, quoi. Corée, voilà, c'est exactement ça. Mais donc, dans le cas de la Corée, qui était un tout petit pays pas très puissant et archaïque sur certains domaines, a pas résisté bien longtemps. Et donc, dans la deuxième moitié du 19e siècle, à partir des années 1870, la Corée va finalement s'ouvrir sur le monde. Et alors, à partir de ce moment-là, il y a trois grandes... dans les quatre grandes dates, grandes années à retenir. Tout d'abord, en 1876, afin de s'assurer une protection militaire face à l'Occident, parce que même si elle s'ouvre sur le monde, la Corée se méfie quand même de l'Occident, elle va se tourner vers le Japon, la Corée. Le Japon qui, au 19e siècle, a déjà une puissance militaire extrêmement importante et qui a déjà un empire territorial très conséquent. Et donc la Corée, très naturellement, se tourne vers le Japon pour assurer sa protection. Il va en résulter un premier accord, le traité de Ganghwa. Je m'excuse tout de suite pour la prononciation des noms propres coréens. T'inquiète pas, je pense qu'avec Manon, on a l'habitude, avec Marc Voilà. aussi. Oui, Voilà, c'est ça. Dans son Il futur faut le hors faire, ce série podcast. spécial mauvaise prononciation qui Exactement. sera fait l'année Voilà, prochaine. mais voilà. Mais intéressant, la culture coréenne. Depuis très peu de temps, voilà, je pense que je prononce les noms très très mal. Du coup, je vous le dis tout de suite, je prends le parti pris de les prononcer à la française. Libre à vous ensuite de m'insulter dans les commentaires, je vous en prie. Donc, le traité de Ganghwa est un traité qui officialise le fait que le Japon protège militairement la Corée, mais c'est un traité qui est d'ores et déjà inégal. Notamment, vous avez pour les Japonais le droit d'extra-nationalité. En gros, si un Japonais fait une connerie sur le sol coréen, ce n'est pas aux tribunaux coréens de le juger, mais aux tribunaux japonais. Donc si vous êtes japonais, vous faites n'importe quoi en Corée, tant qu'un tribunal japonais ne vous tombe pas dessus, la Corée ne peut rien faire. Et donc à partir de ce premier traité, le Japon, il va étendre peu à peu sa mainmise sur la Corée. Alors il n'y aura pas que le Japon, hein, la Russie et les États-Unis aussi vont fortement essayer de s'implanter en Corée et d'y étendre leurs intérêts, mais malgré tout, c'est le Japon qui va avoir la mainmise, parce que eux, ils ont la présence militaire officielle, et notamment le gouvernement coréen va peu à peu se laisser séduire par les propositions japonaises, si bien que les années, les décennies passant, l'économie coréenne, sa logistique, ses moyens de transport, son marché de ressources et financiers, vont peu à peu passer progressivement sous la houlette du Japon. Japon qui, dans le même temps, nourrit de forts conflits d'intérêts avec ses voisins, la Chine, la Russie, ce qui va d'ailleurs donner, à partir de 1804 et jusqu'en 1904 et jusqu'en 1905, donc pendant un an, une guerre, un conflit russo-japonais qui va opposer très fortement les deux pays. Ça va être très violent mais très rapide puisque, comme je vous le dis, en 1905, les deux pays vont signer un traité de paix. Et dans ce traité de paix, il y a notamment les deux pays s'engagent à quitter la Mandchourie. Donc la Mandchourie, c'est cette région de Chine qui est limitrophe avec la frontière russe et qui était occupée aussi bien par une partie des troupes russes que par des troupes japonaises. Et donc les deux nations doivent laisser la région de Mandchourie en paix et surtout cette région de Mandchourie, elle est rattachée à son pays d'origine, donc la Chine. Par contre, ce qu'obtient le Japon en contrepartie, ça va être l'occupation militaire du pays qui est juste à côté de la Mandchourie et donc la Corée. Donc
le Japon, avec ce traité de Portsmouth signé en 1905, le Japon obtient un droit international d'une occupation militaire de la Corée. Avec la Corée qui n'a pas vraiment eu son mot à dire. Hein. Ils sont partis du principe que si la Corée était déjà sous protection japonaise, l'occupation militaire de la Corée par le Japon, ça n'allait pas poser trop de problèmes. Japon qui en profite pour vraiment resserrer sa mainmise, encore une fois, sur la Corée, et qui va vraiment en faire sa réserve de matières premières, et aussi sa réserve de recrutement pour son armée. Il y a énormément de Coréens qui vont être recrutés de force pour servir dans les troupes japonaises. Et puis les militaires japonais vont se livrer à de nombreuses exactions, vont même à certaines périodes complètement maltraiter le peuple coréen. Et quant au roi de Corée, le fameux roi Gojong, lui, il va être complètement mis de côté, puisqu'à partir de 1907, le Japon arrive à convaincre le gouvernement coréen qu'il faut faire abdiquer le roi Gojong. Donc c'est ce qui va arriver, il va être forcé à l'abdication. Et à la place, on va mettre son fils sur le trône, qui lui est pro-japonais. Si vous voulez, pour le Japon, c'est tout bénef. Et dans le même temps, en 1907, l'armée régulière coréenne, qui avait encore le droit d'existence jusque-là, elle est complètement dissoute. Alors aussi bien légalement que physiquement, hein, puisque en fait elle est dissoute dans le sang par l'armée japonaise qui la rend complètement illégale. De sorte à ce qu'il n'y ait que et uniquement des troupes japonaises et qui soient armées sur le sol coréen. D'accord ? Et puis, à partir de 1910, la Corée devient officiellement une province, un territoire annexé par l'Empire du Japon et perd toute son indépendance et toute son autonomie, et ce jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945. Alors, bien sûr, à la fin du 19e et jusqu'à 1910, et voire même jusqu'à début des années 30, il va y avoir de nombreux groupuscules rebelles qui vont s'opposer à cette occupation de la Corée par le Japon, notamment un groupe très connu qui s'appelle l'Armée Vertueuse, indépendantiste coréenne, et retenez pour la suite, ce sera important. Mais voilà, c'est une époque qui a été très compliquée pour la Corée, qui est très importante dans leur histoire, mais qui, ironiquement, est peu traitée dans les œuvres de fiction. Et du coup, je trouvais ça super intéressant d'avoir une série qui enfin parle de cette époque-là, puis une époque qui est très peu connue, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est le premier gros intérêt de la série, c'est cette époque historique qui est très peu connue et qui donne vraiment envie de s'y intéresser, hein, parce que la série évoque les événements dans les grandes lignes, mais reste très évasive. Et pourtant, ça nourrit l'intérêt que peut avoir le spectateur sur cette époque. Genre, ah, tiens, pourquoi est-ce que là, tel ministre, il a fait cette décision? Qu'est-ce que ça a impliqué par la suite, etc., etc. Et donc, je trouve que c'est vraiment plutôt bien présenté dans la série. Ensuite, le deuxième aspect qui est vraiment chouette dans cette série, c'est ses personnages. Puisque, comme je vous l'ai dit, on va suivre donc plusieurs personnages qui vont donc évoluer dans ce cadre historique et dont les destins vont se croiser. Alors, je vais vous citer les 5 principaux. Même s'il y a beaucoup de personnages qui se succèdent, beaucoup c'est des personnages secondaires. Pour certains, c'est des antagonistes. Donc, je préfère ne pas trop vous en parler et vous laisser un petit peu la découverte de la série si vous la regardez. Et donc, je vais me concentrer sur les principaux. Encore une fois, je m'excuse d'avance pour les noms propres. Nous avons donc Choi Eugene, donc qui est un fils d'esclave qui a vu ses parents massacrés par l'aristocrate qui les exploitait et qui va fuir la Corée dans un bateau de marchandises direction les États-Unis. Là, il va s'engager dans les troupes américaines pour en fait obtenir la citoyenneté américaine tout simplement. Et le hasard faisant bien les choses, lorsque les États-Unis vont obtenir l'autorisation de déployer un consulat, petite force armée pour protéger ce consulat en Corée, qui c'est qu'on envoie? Choi Eugene. Ensuite, on a Go Hae-sin, qui est une jeune aristocrate dont les parents qui ont été assassinés étaient des membres de la fameuse armée vertueuse, qui lutte pour l'indépendance de la Corée face aux influences extérieures, notamment face au Japon. On a Go Dong-me, fils de boucher. Alors de ce que j'ai compris, apparemment dans la série, les bouchers, c'est la lie de l'humanité pour les gens. Genre, même un bandit, c'est plus respect. Ah ouais, dans la série, les bouchers et enfants de bouchers, même un violeur de chèvre, je pense qu'il est mieux respecté, tu vois. Voilà. Même. Bon, toujours est-il que il est vraiment de très 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 basse extraction et un peu comme Choi Eugene, Go Dong-me, il va également fuir la Corée étant très jeune, sauf que lui, il va pas partir aux États-Unis, il va partir au Japon. Et lorsqu'il revient en Corée, il est à la tête d'un groupe japonais mafieux avec l'idée en fait de se venger de la société coréenne, qui l'a méprisé lui et ses parents. Ensuite, on a Ina Kudo, une veuve
richissime et gestionnaire d'un hôtel ouvert uniquement aux Occidentaux. Et puis on a Kim Il-sung, un autre aristocrate qui se trouve être le fiancé de Go Hae-sin, dont j'ai parlé au début, et Kim Il-sung qui est un petit peu le running gag de la série, mais qui est un personnage super attachant, donc voilà, ça aurait été dommage de pas en parler. On saute tout de suite sur la troisième partie où on va aborder les thèmes principaux de la série. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que cette série, elle parle vraiment de thématiques qui concernent aussi bien les événements historiques que les personnages en eux-mêmes. Puisque les personnages vont être marqués par les événements, par les changements qu'implique ce grand chamboulement, cette ouverture sur l'Occident et l'occupation japonaise. Le destin de la Corée va aussi concerner le destin de ces personnages. Donc déjà, alors dans les grands thèmes, bien sûr, on a cette époque historique, très importante, j'en ai déjà parlé. On a aussi beaucoup cette idée d'opposition en fait entre à la fois la Corée traditionnelle, en caste, avec une aristocratie qui veut absolument conserver son fonctionnement et ses privilèges et qui ne veut pas s'ouvrir sur le monde, et face à elle, une autre aristocratie politique, bourgeoise également, qui elle est pour l'ouverture sur le monde et la modernité. Donc déjà, on a ce jeu d'opposition entre le passé et l'avenir, et dans les deux cas, on a des personnages hyper malsains, malhonnêtes, qui se livrent à toutes les atrocités pour arriver à leur fin, et des personnages qui, au contraire, sont beaucoup plus attachants, et qui vont défendre vraiment leur point de vue. Donc c'est ça que je trouve super intéressant dans cette série, c'est qu'il n'y a pas toujours les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Des fois, c'est beaucoup plus brouillé. Et on a des gentils qui sont pour la tradition et d'autres qui sont pour la modernité et des méchants qui sont pour la tradition et pour la modernité. On a aussi la lutte pour l'indépendance. Donc j'en ai parlé, cette armée vertueuse et ces autres groupuscules qui veulent l'indépendance de la Corée face au Japon et qui veulent que la Corée reprenne son destin en main. Puisque ça aussi c'est un autre grand thème de la série, c'est que la Corée elle est privée de son destin en tant que peuple, en tant que nation par les autres puissances. Et puis enfin, il y a cette idée un peu de revancharde, un petit peu cette occupation japonaise qui a été très mal vécue à l'époque, et la Corée qui, par la suite, a un peu pris sa revanche économique, politique, culturelle sur le Japon après la Seconde Guerre mondiale, justement issue un peu de cette époque-là. Ouais. Et par rapport aux personnages, en fait, on suit un déroulé identique. Les personnages, ils essayent de survivre tant bien que mal à tous ces chamboulements dans leur petite vie personnelle. Eux aussi, ils se retrouvent dans des jeux d'opposition, même si certains veulent rester neutres, au bout d'un moment, ils doivent choisir leur camp. Qui des pro-japonais, qui des anti-japonais, qui ouvert sur l'extérieur, qui plutôt isolationniste. Et puis même dans la vie privée des personnages, sur leurs amours, sur leurs envies, sur leurs objectifs dans la vie, c'est pareil, c'est des personnages qui vont devoir lutter pour récupérer leur destinée. C'est des personnages à qui on a volé leur destin, à qui on a volé leur vie. Choi Yoo-jin, on a volé sa vie déjà parce qu'il est né esclave, donc il n'avait pas le choix. Et ensuite parce qu'on a tué ses parents et qu'il a été forcé de fuir aux États-Unis, sinon on allait mourir aussi. Et donc il revient revanchard en Corée pour reprendre son destin en main. Ouais. Go Hae-sin, c'est pareil. Les parents qu'elle n'a jamais connus parce qu'ils sont morts quand elle était toute bébé, par des pro-japonais. Donc c'est pareil, quand elle va grandir, elle va essayer de rejoindre l'armée vertueuse comme ses parents pour les venger, l'idée de revanche, et reprendre son destin en main. Go Dong-mae, j'en ai parlé, il veut reprendre sa revanche sur la Corée en ayant rejoint une mafia japonaise. Inakudo, elle veut montrer qu'en tant que femme, elle peut être suffisamment forte et indépendante pour gérer elle-même un hôtel, alors que tous les hommes de la ville lui disent que non, c'est pas le rôle d'une femme. Et Kim Il-sung, donc l'autre aristocrate, le fiancé de Go Hae-sin, lui c'est pareil. C'est un jeune homme qui, dès l'enfance, on lui a dit tu feras telles études, tu épouseras telle personne, tu te comporteras de telle manière parce que tu es un aristocrate. Et donc lui, c'est pareil, il va chercher un petit peu une autre manière de vivre, il va vouloir prendre une revanche sur tout ce qu'on lui a posé dans la vie et reprendre son destin en main. Et donc c'est pour ça que je vous disais qu'en fait, ce qui se passe en Corée et ce qui se passe pour les personnages, c'est extrêmement lié et qu'on a vraiment cette idée de vie volée, revanche, reprise en main du destin pour chaque personnage. Et je vous dévoile pas la fin parce qu'elle mérite d'être vue et moi je trouve que c'est une fin vraiment magnifique. Destin qui finalement est parfois plus fort que les personnages, mais il y a aussi cette idée que être libre et reprendre en main son destin, c'est aussi accepter ce qu'on peut pas changer et savoir justement ce qu'on doit faire pour changer les choses et qu'est-ce qu'on doit laisser aller. Donc une super série, Mr. Sunshine, disponible sur Netflix. Allez la voir, elle est vachement bien. Merci des conseils en tout cas.
C'est vrai que c'est une période qu'on connaît pas forcément de ouf en fait, l'occupation japonaise en Corée. Non, surtout la Corée, oui. Ouais, c'est ça, ouais, de base on connaît pas trop. C'est pas trop embêtant quand tu regardes la série de pas connaître le contexte ou t'es obligé de te renseigner ou c'est. Au début, on avait un peu peur avec ma copine, c'est vrai. Et en fait, non, elle se regarde et on comprend les principaux événements. La série est pas quand même hermétique. Elle va quand même bien présenter, bien annoncer ce qui se passe. Maintenant, voilà, elle présente vraiment les grandes lignes. Et c'est un petit peu un type de narration où on comprend au fur et à mesure de l'épisode ou au fur et à mesure de l'histoire ce qu'implique telle ou telle action quelques épisodes avant ou au début de Ok. l'épisode. Oui, la série te mâche pas le travail, c'est t'as ton propre travail de Voilà. réflexion à faire toi de ton côté. Non, c'est La pas plus- ça, c'est juste qu'il faut être patient. La série est pas hermétique, on comprend dans les grandes lignes ce qui se passe, Ouais. tout en invitant, voilà, à aller voir, si on est curieux, aller voir un peu plus ce qui se passe pour comprendre vraiment de quoi ça parle, plus en détail, je veux dire, hein. Mais par exemple, un exemple tout bête, il y a un moment, il y a une scène où vous avez donc le gouvernement, les ministres coréens qui s'adressent au roi et qui lui font des reproches. Et ils lui font des reproches, genre ils lui en foutent plein la gueule, hein. Et c'est juste avant en fait qu'il réclame son abdication. Et à chaque fois qu'il y a un ministre qui prend la parole, en fait, il y a un petit encart avec son nom et genre traître de 1905 ou traître de 1907. Et en fait, plus tard dans l'épisode, on comprend que en 1905, il y a eu ce traité qui permet l'occupation militaire de Corée par les Japonais. Et donc, il y a des ministres qui ont activement participé. Et les traites de 1907, c'est ceux qui ont réclamé l'abdication du roi. Mais on le comprend un peu plus tard dans l'épisode, donc c'est pas gênant si au moment où on voit ces écriteaux dans la série, la scène où c'est évoqué, on comprend pas tout de suite, c'est pas grave. Ok, yes. Ouais, en tout cas, donc, merci encore du conseil. Toi, Raph, tu voulais Voilà. rebondir dessus, peut-être vu que tu l'as vu. Alors je l'ai vu. Bon, je reviendrai pas sur le côté historique puisque du coup Seb en a parlé quand même, Ouais. quand même en détail. Il y avait deux autres trucs qui m'avaient plu dans cette série. C'est une très belle série historique pour deux raisons. D'abord parce que tu as les costumes qui sont quand même très beaux Ouais. et la façon dont c'est tourné et les détails. T'as l'impression de voir une série un peu en 4K. Enfin à l'époque, Ah ouais. ce que je m'en rappelais, c'est Il y a qu'il une y avait très des belle couleurs image. qui sont magnifiques. Ok. Et ouais, Il y a une très belle image, il y a des plans qui sont superbes, il y a une bande son fait qui voyager, est quoi. magnifique, qui fait Ça, voyager. c'est notre motif, ça. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'émotions, il y a vraiment une maîtrise en fait de l'équilibre entre la comédie, le tragique, c'est vraiment super. Et l'avantage aussi derrière, c'est que pour les gens, je sais, qui se rapprochent un peu, on est un peu pareil, Ouais. toi et moi, dans cette situation-là. C'est quand même de souvenir, hein, une série qui arrive très bien à alterner les personnages qui se parlent en trois langues différentes. Ah oui. En oui. anglais, en coréen, En et en coréen, en japonais. japonais. Ah, ça, c'est cool, ouais. C'est vrai que je suis très Oui, sensible à oui, ça. alors effectivement, comme c'est une série qui parle normalement, alors tous les acteurs asiatiques sont coréens. Ok. Même les acteurs qui jouent des japonais, ce sont des coréens. Par contre, ce Ah ouais sont des coréens qui parlent hyper bien japonais. D'accord. Il y a même la tenancière de l'hôtel qui parle français, en français dans le texte, hein, elle parle vraiment français. Alors avec un accent, Trop bien. d'accord, mais voilà. Ah, c'est assez cool, ouais. Et alors pour finir, parce qu'il faut quand même le dire au cas où il y a des gens que ça surprenne, c'est aussi une série qui met en avant une histoire d'amour. Oui. Il y a, Ouais, ce que tu disais que c'est pas c'était- le seul point de l'histoire, mais c'est quand même une part essentielle de l'histoire. C'est aussi, pas que, mais c'est aussi une histoire d'amour impossible, enfin, qui se veut impossible. Je vous laisse découvrir quand même le déroulé de la série. Je vous dis pas tout, mais qui au début se veut impossible. Et donc voilà, il y a aussi ce côté deux mondes qui se rencontrent. Et en tout cas, merci une fois de plus du coup pour ton conseil série télé. Où est-ce qu'on peut la trouver déjà cette série? Sur Netflix. Sur Netflix, Netflix, vous ok. tapez Mister, donc MR, Sunshine. Sunshine, comme le mot en anglais. D'ailleurs, vous comprendrez pourquoi en regardant la série aussi, pourquoi Mister Sunshine. Et voilà, elle est dispo en intégralité, les 24 épisodes sur Netflix. Normalement, ils vont pas bouger d'ici longtemps parce que Netflix a fait le choix de mettre en avant beaucoup de séries coréennes en fait. Ça, c'est vrai. Ils ont énormément puisé dedans pour mon grand bonheur du coup parce que je les trouve super ces séries. Donc voilà. Je crois qu'elle était déjà sur Netflix depuis 4 ans, ou Ouais. alors elle est revenue, ou alors je me trompe. Après, c'est je l'ai peut-être une vu production sur, de Netflix, hein. Alors, Prime Video il aussi. est possible qu'il l'ait retiré à un moment et qu'il l'ait remise parce qu'effectivement, je me suis un peu renseigné. Effectivement, déjà en 2018, ils avaient distribué la série Netflix en Occident. Mais moi, je l'ai revu qu'en fin d'année dernière. Donc, est-ce que les suggestions Netflix ont fait que je l'ai vu que maintenant ou est-ce qu'à un moment, ils l'avaient retiré puis remise? Ça, je saurais pas vous dire. Ouais, il y a moyen que l'algorithme te l'ait proposé maintenant que c'est quand ça a été la mode des séries coréennes avec Avec Game. avec King Ah oui, avec avec, Squid Game, D'ailleurs, j'y c'est bien reviens. con de pas le faire. d'ailleurs, J'y on- reviens clair. justement de souvenir. Je crois que l'acteur principal de la série Mr. Sunshine est un acteur de Squid Game aussi. Ok.
Alors effectivement, l'acteur principal, donc Choi Yoo-jin, Mr. Sunshine, joue un méchant important dans Squid Game. De toute façon, j'ai Et- pas vu Squid Game. Donc, Bon, de toute Oh, façon, c'est mais très mal c'est- écrit. Hein. Le lien avec le lien avec. Ouais. En Oui, vrai, c'est vrai. en vrai, Squid Game, c'est pas la meilleure série coréenne que j'ai vue. On va se mettre d'accord tout de suite. Par contre, en Mais ce moment, je suis en train de regarder All of Us Are Dead et ça, c'est une série de zombies. Mais contrairement à Kingdom, ça se passe de nos jours et c'est vachement bien. ok, d'accord. Coréen encore une fois du coup alors. Quoi, Coréen, de encore souvenir, une fois. c'est ça. C'est dans une école, c'est ça? Oui, c'est dans un lycée coréen et il y a des zombies qui déboulent dans le lycée et c'est le bordel. Et c'est un peu comme Kingdom, c'est des zombies ultra vénères qui courent partout et c'est assez jouissif à regarder. Ouais. Sauf que Kingdom est aussi une série historique et d'ailleurs à propos d'histoire, tiens un Oh. quiz pour nous. Et oui, et oui, et oui. Alors j'ai quelques petites citations puisque du coup c'est mon tour, il semblerait. Tu vois, j'étais tellement pas prêt qu'il faut que j'aille chercher ma. C'est habile, hein, t'as vu hein. C'est incroyable, quel rebondissement, C'était quel parfait. maîtrise, quel professionnalisme. Non mais là ça commence à avoir un niveau assez bon, je suis assez fier. Alors, j'ai du coup pour vous, alors je pense que plus ou moins tout le monde, peut-être pas Seb, Nico, je suis sûr, Manon, il me semble, Ouais. on a participé On à connaît les ces règles. quiz historiques. Non, puis, alors, moi, je suis nul en quiz, hein, j'annonce. Je sais pas si Manon a fait un de tes Non, je quiz. crois pas, ça me dit rien. Non, Seb en a fait un, je crois. D'accord. Oui, mais j'avais pas répondu parce que je n'avais pas trouvé. C'est ça, ouais, je m'en souviens, je l'ai monté il y a pas longtemps d'ailleurs. Et ben du coup là, je me suis dit allez, on va faire un truc fun, on va faire quelques petites citations. Donc j'ai relevé des citations qui m'ont fait rire pour certaines en tout cas. Et derrière je me suis dit après on Ouais. essaiera de trouver quelque chose d'autre pour terminer. Hein, donc ce sera un petit bonus, Ok. un sel sur la montagne que je vais vous proposer. T'aurais pu dire la cerise sur le gâteau parce que là, le sel sur la montagne, ça donne l'impression que tu vas nous faire des citations horribles. Ah bah il y en a quelques-unes. Ah bah oui, elles sont pas toutes drôles, mais c'est ça qui est fun. Donc la première citation que j'ai, donc il va falloir trouver la personne. Hein, je rappelle le but un peu du jeu. Je vous dis la citation. Si vous ne trouvez Ouais. pas tout de suite, je vous aiguille de toute façon hein, Ok. sur quelle est la profession de la personne, dans quel siècle il a vécu, avec qui il a parlé par exemple. Et normalement, vous devriez pouvoir retrouver, en sachant qu'il y a bien une bonne moitié que vous connaissez. Ok. Bonne moitié. Ça veut dire qu'il y a une moitié qu'on connaît pas. Voilà. Tout à fait. Bien joué, Nico. On aime. Allez, eh ben, la parti. première. J'ai le rêve qu'un jour, mes 4 enfants vivront dans une nation où ils ne seront pas jugés pour la couleur de leur peau, mais par leur caractère. Martin Luther King. Oui, tout à fait. Et attends, et j'ai pas choisi non plus les plus durs au départ. Hein. Donc Ouais, du coup, ouais. C'est Crescendo, du coup. 1929-1968, hein, c'est tiré du discours Discours I Have a Dream. I Have a Dream. Et en 1963. Ok. Alors, On est encore loin. c'est oui, on est encore loin. Je vois pas de quoi tu veux parler. Tu vois que la montagne de sel, elle commence ou pas? Alors, deuxième Les larmes. citation. Il ira loin car il croit tout ce qu'il dit. Qu'est-ce qui a pu dire ça? Il parle à quelqu'un, l'homme? Est-ce que c'est Georges Ou la Clemenceau? femme? Non. Ah oui, c'est vrai que c'est le Joker. Quand on sait pas, il faut dire Georges Clemenceau. Normalement, ça marche. On te le dit, Manon, hein, si jamais tu sais pas ce que t'as pas. Il y a une chance sur deux pour que ça soit ça. Ouais, Raph est fan de Georges Clemenceau. Ok. Pas de Georges Clemenceau lui-même, des punchlines de Georges Clemenceau. Clemenceau. Parce qu'il en a toujours une bonne quarantaine, donc j'ai de quoi en placer une de temps en temps. Alors, vas-y, répète. Il ira loin car il croit tout ce qu'il dit. C'est un truc de politicard, ça, non? C'est un truc de politicard, tout à fait. Ouais, voilà. Donc on est dans le milieu de la 19e? politique. C'est pas le Politique 19e. français. C'est français, oui. C'est oui, c'est un politique français qui parle à un autre politique français. Est-ce C'est quand est-ce même que est-ce que c'est François Mitterrand qui a dit ça? Non, Ah, non. raté. Est-ce que c'est plus récent que François Mitterrand? Non, c'est plus ancien. Ok, d'accord. Plus ancien, c'est avant le 19e. Ah, c'est avant Ah le oui. 19e. Ah oui, Putain, c'est mais c'est ancien, la politique ancien. C'est pas genre. d'ancien régime, Est-ce qu'on quoi. parle de Napoléon? Oui, c'est la politique d'ancien régime. Oui, tout à fait, Marc. Colbert? Non, Et c'est Napoléon ou pas? Parce que du coup. c'est pas Non, Napoléon. pas ancien Non, régime, non. c'est, Ancien royaume. régime, ouais. Donc, Ah oui, non, c'est vrai. Non, oui, oui, c'est oui. après Ouais, l'ancien c'est- régime. c'est- Ah, même. c'est après l'ancien Ouais, régime? ouais, c'est tout naissant, on va dire. Du coup, c'est révolution alors. Ouais, ouais. Putain, c'est un révolutionnaire. Robespierre? Ce sont deux révolutionnaires et c'est Robespierre qui, Et en tout Danton. cas, est celui auquel on C'est fait celui qui- référence. Ouais, Référence, d'accord. Et c'est pas celui qui l'a dit et c'est pas Danton non C'est plus pas qui l'a dit. Alors, du coup, on a déjà Robespierre. Donc, Ouais, Robespierre, c'est sûr, c'est c'est celui qui ira celui qui loin. parle. François la Ok. punchline. C'est lui qui dit. Ah non, Enfin, c'est ok. lui qui. En fait, on Et parle à de lui en propos de disant il Robespierre, ira La loin citation, car il ouais, croit est tout ce qu'il dit. adressée, ouais. Après, les révolutionnaires, je les connais pas par cœur. Hein. Honte à moi. Alors, C'est une des grandes. celui qui est dans Salvador, c'est Marat. Une des grandes têtes. Non, c'est pas Marat non plus. C'est quelqu'un de la royauté. Non, de souvenirs, non. C'est quelqu'un qui, du coup, lorsqu'il est né, la femme de chambre a dit à sa mère, faudra qu'elle ait le cœur bien accroché avant de voir son enfant. Parce qu'il est moche. Quand il était moche, effectivement. C'est Oh Napoléon. merde.
J'adore l'histoire à travers les punchlines Ouais, de moi Raph. aussi. C'est énorme. C'est une histoire du clash en fait. Je vous Vas-y, dis donne. encore un peu plus. Tu nous aides encore un peu? Vas-y. Ouais, c'est un personnage dont le nom commence par un M. Mais il n'y en a pas 40 000. C'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme. J'ai pas. C'est honteux, hein, mais j'ai pas. Ouais, Voilà. non, non. Je sais pas qui est si moche. Moi non plus, j'ai pas. Quelqu'un du de tout. très laid dont le nom commence par un M. Oui. Est-ce que c'est un. Il est dans quel camp? C'est un. Il est jacobin. Il est et jacobin en fait, il parle justement de Robespierre parce qu'il va lui chourer un peu son clan des jacobins. Du coup, en 1790. D'ailleurs, un an avant que lui-même meure. J'ai pas. Alors là, Et je non rajoute, plus, ouais. parce que c'est quand même très peu commun quand on parle de révolution, il meurt un an plus tard, mais de conditions naturelles, vraisemblablement. Putain, il est mort de vieillesse? chance. Non, pas de vieillesse, mais en tout cas, on n'a pas Non, séparé je sais son pas. corps, on n'a pas séparé Oui, le. on n'a pas coupé la tête, quoi. Ok. Non, non. A priori, il est arrivé entier dans sa tombe. Eh bien, en fait, C'était- alors, je vous le dis, c'est Mirabeau. Ah, Ah, putain. Ok. Putain, j'aurais pas eu. J'ai envie de faire un truc, j'ai envie d'aller sur Google et de taper mec moche révolution. Ah. Mec moche Ouais, tu peux- révolution. Je suis pas sûr que ça te sorte Mirabeau et Mirabeau tu tout auras de des suite. hein. forfaits et tu comprendras aussi, notamment. La troisième, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate. Ouais. Donc Socrate, hein, moins 410, moins 399. Donc phrase d'ailleurs qui sera reprise de base, je tombe juste, hein, tu me dis si c'est pas vrai, par Montaigne. En tout cas, il a fait un micmac de ça, Oui, oui, oui. mais j'ai pas sa phrase à lui. Alors, j'ai pas la phrase non plus de Montaigne, mais effectivement, il va reprendre. Parce qu'en gros, la philosophie de Montaigne, c'est qu'on sait pas tout et que pour être heureux de vivre, on n'a pas forcément besoin de tout savoir. Donc, en fait, il va reprendre effectivement un peu cette phrase, cette maxime de Socrate. Voilà, donc du coup, bon bah Socrate, notre cher ami, si tu nous entends, la bise. Quatrième citation, C'est bizarre. ou César ou rien. Ou César ou rien? Ouais. César ou rien. Ah putain, je le sais en plus, ça fait chier. Bah, c'est pas Napoléon, du coup. Non, C'est pas Caligula? non, c'est pas Caligula non plus. Est-ce que c'est vraiment en romain? C'est une époque moderne. Ouais, c'est l'époque moderne, hein, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est un mec qui veut se prendre pour César. Oui, tout à fait. Napoléon. Non, c'est une phrase qui va être donc placée, gravée sur les drapeaux des soldats de la personne en question, qui réalise. Ah putain, c'est Mussolini. Mussolini. Non, période Ouais, moderne. ouais. Ah, moderne, d'accord, ok, pardon. Attends, pardon. My bad. Moderne. Au début du XVIe Charles Quint. siècle, et c'est un prince italien qui d'ailleurs Le joue sur le Borgia. fait qu'il a une expansion en fait, qui veut avoir des expansions comme César et qui en Le même temps, Cesare Borgia. c'est sur son prénom aussi. D'accord, C'est ouais. Cesare Borgia effectivement. Hmm. Bien joué. Tout juste, bien vu. Bravo. D'ailleurs, je ne désespère pas pour que ma prochaine chronique Nick sur personnage, Borgia, célèbre soit sur Cesare. Alors celle-ci, la cinquième, du coup, je vais demander expressément à Marc de ne pas Ah, j'ai pas le droit de participer? de ne pas oui, parce que du coup, il la connaît et je l'aime beaucoup celle-ci et elle est intervenue lors d'une de mes chroniques qui n'est pas encore publiée d'ailleurs. Donc, Ok. Eh ben, je me tais alors. Genre, t'as des sais pas chroniques si non Nico est publiées. là. Dans le doute, si Nico, tu Oh, l'as, si Nico, tu l'as aussi, c'est que tu étais avec moi dans la chronique, donc c'est possible. Bah, t'étais avec Léo, je crois, quand t'as fait la chronique en question. Ok. Donc, normalement, c'est bon. Ah oui, non publié, ok. Alors, je vous le dis, c'est ma punchline préférée de l'année, je pense. Hein. Ouais. Oh, et celle de Clémenceau. Si vous êtes pauvre, mais que vous avez des idées et que vous connaissez des gens riches et crédules, alors votre banque est là. Putain, je la connais cette citation, mais alors là, Pas du tout. J'ai putain, ça jamais me dit entendu. vraiment. Ah, si, moi oui, c'est sûr. Mais alors, Je pense qu'il nous vient d'un homme qui a vécu au XVIIIe siècle, toujours un Italien, et qui a vécu de nombreuses vies. Je peux donner un indice. oui. Alors, je peux te les dire Il au fur et a- à mesure. Est-ce qu'il a été espion, Il était musicien, espion, bibliothécaire. bibliothécaire, violoncelliste, non, violoniste? Ouais, Ah, c'est ça, je crois. violoncelliste, il me semble, ouais. Bordel de merde. Acteur. Personne. Il a été, été prêtre aussi. très célèbre dans tout l'Europe pour son évasion d'une prison, la prison dei Piombi en italien. Je sais pas. Moi, bah oui, on peut dire qu'il est vénitien. Il est vénitien, et moi je pense à un autre indice donc, qui était issu de ta chronique directement. Ah. C'était que si tu, je peux donner, Ouais. si tu lis ses mémoires, tu vas Ah pleurer, rire et bander. C'est beau, ouais. C'était quelqu'un qui avait dit j'ai lu ses mémoires, Mémoires, un ouais. tiers m'ont fait rire, Rire, un tiers m'ont fait pleurer, Ouais, et tiens, m'a fait bander. Voilà, je vois pas du tout. Ah, non C'est plus. qui Un très célèbre prisonnier du Pont des Soupirs. Est-ce qu'on peut dire que c'est quelqu'un de très très charismatique? Oui, qui a donné son nom d'ailleurs au fait d'être un très grand coureur de jupons comme Don C'est Juan. un peu un synonyme ouais, de Don Juan, ouais, c'est ça. Non? Et ça me saoule parce que je suis sûr qu'on le Casanova. connaît tous, mais ça me revient. Ah putain. Tout à Oui. fait.
Oh putain, Ah. d'accord. Tout à fait. Ah, j'aurais, mais jamais trouvé. Je pense que je serais je morte de fais des- vieillesse. En fait, il le dit Ouais, non, aussi mais parce pareil, qu'à la voir base, loin c'est dans lui mon qui a inventé aussi la loterie en France, mais ça sera pour. Ah oui. D'accord, ok. Ouais. Mais il a fait masse truc en fait, ce mec. Eh oui. Il a eu plusieurs vies, ouais, c'est ça. Mais vous pourrez, chers auditeurs, aller voir la chronique de Raphaël, puisqu'elle sera publiée dans votre temporalité, puisque cet épisode se passe après On, celui de on est, Raphaël. Eh oui. on est d'accord que c'est le mec qui a eu plusieurs vies parce qu'il s'est fait courser partout où il est allé, en fait. Oui, C'est ça, ouais. oui, notamment, il s'est fait emprisonner 6 ou 7 fois, etc. Ouais, ouais. Alors, 6e citation. Donnez-moi 40 trous du cul et je vous fais une académie française. Clémenceau, Oui, tout à fait. Là, c'est. je l'attendais. Je suis désolé. 40 trous du cul et je ferai une académie française. Je- Mais quel Tchad, ce mec, putain. Je comprends pourquoi t'es fan de ce mec. Hein. Il a des punchlines, putain. Ah la vache. Non, mais j'en ai encore quelques-unes en réserve. Je me suis dit 2 dans la même Et- chronique, c'est quand même un peu chelou. Le mec, c'est le Céline de la politique, quoi. Ah, là, il en a roast des gens. Satan, il aurait vécu dans notre société, il aurait été chroniqueur sur BFM TV, et ça aurait été un sniper, je pense, le mec. De Ah ouf. ouais. Enfin, la dernière, nous combattrons sur les plages, nous combattrons dans les champs et dans les rues, nous combattrons dans les collines, jamais nous ne nous rendrons. Churchill. Tout juste. Voilà. J'avais la citation en anglais qui m'est venue quand t'as. Ah, Yes. donc du coup, inutile de présenter la personne en question. Hein. C'est un Gaulois, c'est ça, hein. J'avais dans l'idée de dire celle-ci ou une autre Je le regrette. qui disait par exemple, je crois que c'était après la bataille d'Alamein, c'est pas le début de la fin, c'est Oui. même pas la fin du début, mais c'est peut-être la fin du commencement. La fin du commencement. Ouais. Donc du coup, voilà, félicitations, vous avez trouvé quand même Bah oui, une grande partie. Et j'avais presque passe jamais les envie applaudissements. de faire une dernière chose intéressante, c'est de vous dire que parmi les 7 personnes que je vous ai citées, il y a une grande différence entre tous. Et si vous êtes fort, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Moi, je l'ai. Attends, parce que j'ai changé entre temps. Ah merde. Non, mais Oui, moi, il me j'ai semble que reçu j'ai quelque deviné. Il me Une semble. différence entre tous. Bah, ils sont tous morts d'une manière différente. Oui, ils sont tous morts Ah. d'une manière différente, tout à fait. Tu es très bon, dis donc. Et est-ce que vous avez dans l'idée toutes les morts de ces personnes? C'est Alors on pour va Socrate. commencer, hein, je vous donne dans l'ordre. Hein. Déjà, la plus peut-être facile, celle de Martin Luther King. Assassiné. Assassiné. Tout à fait, il a été assassiné. Donc du coup, ça veut dire que les autres ne sont pas assassinés. C'est ça. Dans l'idée. Hein. Georges Clemenceau. De vieillesse, non? Non, il n'est pas mort de vieillesse. De maladie. Alors c'est pas une Il est maladie, mort politiquement. pas vraiment une maladie parce que ça a été un peu soudain. Ah Un accident de voiture. Un arrêt cardiaque. Il a eu une crise d'urémie, donc du Ok. coup plutôt au niveau du système urinaire. D'accord. Mirabeau. T'as dit qu'il n'était pas assassiné, qu'il n'était pas mort de vieillesse, donc il Ouais. est mort de maladie. Oui, il est mort de maladie. Socrate. Suicide. Suicide, Ouais, ouais. suicide. Tout à fait. Même empoisonnement, j'avais marqué, hein, donc ça fonctionne finalement. Hein. Oui, bah oui. Cesare Borgia. La guerre. Guerre, ouais. Ouais, tout à fait, à la guerre. Churchill. Cancer Pas loin, en fait, c'est un accident vasculaire. Ouais. Ah. Pas la même chose. J'imaginais que le fait de fumer des cigares et de picoler, ça lui avait pas fait du bien, quoi. Et malgré tout, j'ai vu un documentaire sur lui, il était vachement résistant hein, pour un mec qui picolait et fumait sans arrêt. Il avait un mental. Regarde Rasputin. Ouais, regarde. Alors, notamment pour les habitués, une partie bien précise de Rasputin. D'ailleurs, en parlant de ça, on va terminer avec C'est le Casanova. C'est Casanova. Bah, il est mort de vieillesse, Casanova, non? Non, il est pas mort de vieillesse. Je me souviens plus. Maladie vénérienne. Oui. Sérieux? Je crois. Hein. Je sais plus. Je À sais plus. vérifier. Bah, Je en sais même plus ce temps, que je vous dirai. Bah, allez voir la chronique de Raphaël pour savoir, chers auditeurs. Ce serait décevant. teasing. S'il était pas mort de maladie vénérienne, ce serait décevant. Clair. En fait. Et ben en tout cas, merci Raph pour ce petit quiz de citation fort sympathique, comme toujours. Merci. Pour un nouveau quiz avec bien sûr une citation de Georges Clemenceau. Eh oui. Bah, un jour, il faudra que tu fasses un truc sur Georges Clemenceau, tout court, je pense. Ah oui, un truc comme ça, a-t-il dit ou c'est vraiment- ou un truc Un info, un talk, Georges Clemenceau. On a tous des infos. Le truc, c'est que avec l'histoire, parfois, on remonte un peu loin en arrière et on se rend compte que les humains du passé, quand ils étaient malades, au lieu d'aller à la pharmacie, comme on fait nous, moi généralement je vais prendre des paracétamol, je sais pas ce que vous faites ça vous ou pas quand j'ai malade. Ouais, c'est ça. Toujours paracétamol. Moi j'ai beaucoup de paracétamol avec moi parce que j'ai souvent des migraines, voilà tout ça. Et il se trouve qu'avant, les gens ils avaient pas de paracétamol, c'est pas possible. Vous savez quoi, du coup ils utilisaient des plantes et je crois que maintenant tu veux nous parler de plantes. Tout ça pour dire que t'as mal au crâne. Voilà. Du coup, oui, je vais vous parler d'une plante. Une plante magique et médicinale. Je vais vous parler du sureau et du sureau noir, Oh. pour être précis. Est-ce que vous connaissez le sureau? Le sureau oui, mais je savais pas qu'il y en avait du noir.
Eh ben, c'est son nom, le sureau noir, en fait. Ah, ok, d'accord. C'est ok. le sureau classique. Il s'appelle le sureau noir. C'est classe quand tu rajoutes. Putain. Sureau, c'est moi la seule chose. Sureau C'est pas noir. dans Harry Potter. Bah, les bennes, non, ou c'est moi Exactement, la baguette de sureau. Yes. Ah putain, bah oui, la baguette de Harry Potter. Tout est lié. Mais en général, on n'y fait pas spécialement gaffe, mais on en voit très souvent des sureaux. En fait, il y en a plein dans la nature et tout ça. Et en fait, ça fleurit en ce moment. Et c'est fait des trop belles fleurs et ça sent super bon. Donc j'avais envie de vous parler de cette plante-là. Voilà, ça va être assez rapide, mais peut-être que ça vous donnera l'opportunité de mieux apprécier cette petite plante qu'on croise souvent, mine de rien, et qu'on regarde pas souvent. Voilà, et puis il fait beau, c'est le printemps. Enfin, il fait beau, il fait chaud. Carrément. C'est le printemps. Il y a plein de fleurs Parlons un partout. petit peu de fleurs. Moi, cette plante, je l'ai découverte quand je vivais en Aveyron. En fait, il y en avait plein sur le bord des routes. Si vous Ouais. vivez en Aveyron, vous allez sûrement en croiser. Et en fait, c'est un très bel arbre et il sert à plein de choses. Donc, je me suis renseignée et j'ai fait cette toute petite chronique. Et comme ça, voilà, vu que c'est la saison, vous pourrez... Enfin, quand la chronique sortira, sûrement plus. Mais vous allez pouvoir aller en récolter un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est encore que cette plante? De quoi elle nous parle, celle-là? Pour planter le décor, en gros, le sureau noir dans le Sambucus nigra est un arbrisseau, mais un arbrisseau qui peut atteindre les 8 mètres quand même. Donc, Ok. voilà, ça peut être un petit arbrisseau, mais ça peut être un bel arbre. Et ça fleurit en général en mai-juin, et les fruits arrivent en maturité en août. On l'appelle aussi le grand sureau, et si vous voulez aller en ramasser, eh ben, il faut faire gaffe parce qu'il a un frère pas trop jumeau, mais un petit peu jumeau, et qui lui est toxique. En jumeau maléfique, quoi, en fait. Voilà. Donc si vous voulez apprendre à faire la différence, je vous laisse juste aller voir des photos sur internet en vrai. Tu nous laisses nous démerder en fait. Voilà, Ouais, c'est ça. démerdez-vous. Non, en vrai, Vous goûtez, vous me dites ce qui se passe. En gros, la vraie différence, après, c'est pas du... Enfin, je trouve que c'est difficile de se tromper, mais il faut se dire qu'en gros, les fleurs du sureau, ça fait comme des petites ombrelles qui vont vers le haut et des fruits qui vont vers le bas, et son cousin toxique, c'est l'inverse. Ah ouais, mais du coup, En- faut se souvenir de. Voilà. Non mais en vrai, moi pour en avoir vu des faux, je trouve vraiment pas que ça se ressemble. Enfin, c'est pas du tout le même arbre. Enfin, enfin voilà, moi je trouve que ça se ressemble pas. Mais bon, c'est assez facile de faire la différence. Mais voilà, je trouve qu'il faut être un peu, avoir envie de se tromper quoi. Et puis en plus les fleurs elles fleurissent pas en même temps. Et là il y en a un qui est beaucoup plus grand. Enfin voilà. Il a aussi un cousin, le sureau blanc, qui lui se trouve au Canada. Et donc pareil, peu de chances de se tromper. Hein, voilà. Oui, parce qu'il faut être au Canada. Exactement. Donc le sureau, il aime T'as vu bien ça, le un peu soleil. C'est Déduction. le fameux sirop d'érable. Ouh. J'y pensais. On va en parler d'ailleurs du sirop d'érable. Il y a un lien avec le sureau justement. Oh, Bravo Raph. incroyable. Perspicace. Et donc notre sureau, il aime le soleil, donc on le trouve surtout en lisière de bois, mais il aime l'eau aussi, donc on le trouve en berge au bord des cours d'eau. En vrai, on en voit à peu près partout. Donc cet arbuste, je vous l'ai dit, produit de jolies petites ombrelles. Enfin, en fait, c'est des ombrelles qui font des milliers de petites fleurs blanches qui sont trop belles. Je vous invite à regarder de près, c'est vraiment trop joli, on dirait des petites étoiles, c'est super délicat. Et ensuite, il va faire des grappes de fruits noirs. Donc les deux sont comestibles, on peut manger les fleurs et les fruits, mais les fruits, il faut pas les manger crus, sinon, cagagne pour tout le monde. En vrai, c'est pas vraiment la diarrhée, c'est surtout des nausées et des maux de bide, mais voilà. Les feuilles, elles Ça sont donne pas connues envie, quand aussi. même. Non, mais cuit, c'est super bon. C'est comme des fruits rouges, en fait. C'est vraiment très, C'est très vrai bon. que c'est assez choupi la plante blanche C'est comme ça avec trop ses petits joli. trucs noirs. C'est super beau. J'adore. Et ça sent trop Et le bon. méchant, il ressemble à quoi du coup? Comment il s'appelle le Et je sais plus comment il s'appelle, le méchant. sureau? Mais les faux sureaux, tu vas trouver. Hein. Ok. Dis-nous d'ailleurs si tu trouves comment il s'appelle. Je sais pas s'il fait le sirop Yebl, Ah oui, je Ouais, crois que c'est ça. ouais, Oui, c'est ça. sirop Yeb. Ouais. C'est ça comment, Yeb? retrouvé dans les régions les plus froides de l'Europe, de l'Ouest et dont les baies noires sont toxiques. Voilà, donc difficile de se tromper. Les feuilles aussi sont connues pour avoir une odeur très désagréable quand on les écrase, ce qui peut conférer à notre ami le sureau une mauvaise réputation, malgré ses très belles fleurs et ses très bons fruits. Et même le bois du sureau, il a toute une histoire. En fait, il est creux, ce qui en Ouais. fait un très bon matériau pour faire des flûtes. Ah. Voilà. Et d'ailleurs, c'est de là qu'il tire son nom. Sambucus, en fait, c'est du grec sambuke, qui signifie flûte. Oh. Ah. Ok. Voilà. Trop bien le sureau, on adore. Trop bien, ouais, grave. Parlons un petit peu de son histoire et de son usage médicinal. Donc, j'ai lu que le sureau était utilisé depuis la préhistoire. J'aime bien ce genre de phrase, tu sais. On l'utilise depuis la préhistoire. Le sureau est utilisé. Donc voilà, donc j'ai vérifié, hein, vous vous doutez bien. Alors j'ai pas pu mettre la main sur des articles qui en parlaient formellement, mais en fouillant, j'ai trouvé plusieurs mentions du sureau dans des rapports archéologiques. Là encore, pas de date précise sur quand il était utilisé, mais il y a des graines qui ont été retrouvées sur des sites montrant que les baies, en tout cas, elles auraient pu être consommées et ou utilisées pour faire des boissons fermentées ou non, dès le néolithique. Ok. Donc on retrouve D'accord. quand même des mentions de l'utilisation de la plante dès l'Antiquité dans la médecine populaire. Au 2e et 1er siècle, les auteurs, dont le fameux Pline l'Ancien ou encore Hippocrate, le recommandent notamment contre les inflammations et le nez qui coule. Voilà.
En Amérique du Nord, apparemment, spécial le cas de Nico, les Amérindiens l'utilisent aussi en lui attribuant les mêmes propriétés qu'au sureau blanc, donc le sureau qui pousse là-bas, Oui, et parce que son du coup, bois. c'est ça, ouais. C'est le Voilà, blanc. exactement. Et son bois est utilisé traditionnellement dans cette région comme tuyau pour récolter le Sirop d'érable. d'érable. Sirop d'érable, ouais. Ah, Oui, Tout voilà. est lié. Oh là là. Tout est lié. tout est toujours lié. Donc, comme nous le disent les penseurs antiques, les fleurs sont utilisées en tisane en cas de grippe. C'est super bon, ça a un petit goût sucré, un peu de miel, en cas de grippe ou de rhume, donc basiquement pour faire transpirer. Et les feuilles fraîches, elles peuvent être utilisées aussi en cataplasme. Les Allemands, en 1986, ils reconnaissent l'usage médicinal des fleurs de sureau pour le traitement du rhume, et 10 ans plus tard, c'est l'OMS qui reconnaît que les fleurs en plus de ça, ont des propriétés expectorantes. Donc c'est vraiment reconnu que c'est une plante utile et guérisseuse. Mais moi j'aime bien plutôt le côté magique parce que ça me fait beaucoup rire toujours. Donc dans la tradition celtique, le sureau ce serait l'arbre associé à la mort. Les druides apparemment confectionneraient dans son bois des flûtes qui permettraient d'entrer en contact avec les âmes des défunts. Il serait d'ailleurs utilisé pour les rites funéraires dans les tumulus en Grande-Bretagne. Moi je viens des Pyrénées-Orientales et dans les montagnes des Pyrénées-Orientales et de Catalogne, il y a différentes croyances qui sont liées au sureau noir. Déjà il serait utilisé dans les bouquets de la fête de la Saint-Jean, dont on vous parlera un jour quand on fera toute notre session de fêtes. C'est le signe pour le futur, on va vous préparer C'est un ça. an de chronique là, dans pas longtemps. Un an de chronique avec que des fêtes. Et il pouvait aussi être cloué sur les portes des maisons pour se prémunir contre le mauvais sort. Oh. Mais par contre, il faut pas le brûler, parce que le brûler, ça pouvait tarir le lait des vaches, ou même le lait maternel, et donc on interdit formellement de s'en servir pour le barbecue. Ne le faites pas. Et s'endormir sous un sureau peut vous exposer à des rêves érotiques. Ah, Pensez-y, ça aussi. Intéressant. Intéressant, ouais. L'ethnobotaniste Pierre Liotagui, dans son ouvrage La plante campagne, écrit en 98 que le sureau est très fort de mèche avec le sorcier. Bah Il oui. aurait d'ailleurs le pouvoir de renvoyer les maléfices et les sorts. Pour ça, une méthode extrêmement simple. Il vous suffit d'enlever votre veste, de la suspendre et de la rosser avec une branche de sureau. Voilà. À partir de ce moment-là, c'est la personne qui vous a lancé le sort qui va prendre les coups et le charme Ok. sera levé. Trop bien, en fait, Pensez-y, t'enchantes des- ta veste. Exactement. Ouais, c'est ça, mais ouais. que des conseils très utiles dans cette chronique. Voilà. bah grave. Bibliquement, on prétend que le sureau a pu servir au bois de la Sainte Croix. Et certaines sources disent aussi que c'est à une branche de sureau que Judas se serait pendu. Mais je comprends pas pourquoi, sachant qu'on a un arbre qui s'appelle l'arbre de Judée. Oui. Voilà, ça me paraît... C'est un arbuste, hein, comme tu disais, donc c'est peut-être pas le meilleur arbre pour se pendre. Oui, et puis vu que c'est creux à l'intérieur, c'est un petit peu mou, les branches et tout. Moi, j'irais pas faire ça. Voilà. Et il s'est peut-être pendu avec les branches, tu sais pas. Ah, peut-être que c'est avec ça qu'il a fait la corde. C'est possible, il a fait la corde en sureau. Bon, à part ça, il semble servir à énormément de choses à notre sureau. Par exemple, vous pouvez prendre une tige de sureau et battre à mort les serpents avec. Apparemment, il frappe à mort bien mieux que toute autre baguette. Ok. Très bien. Porter du sureau sur soi, d'ailleurs, pourrait prévenir des agressions. Bah, du coup, effectivement, s'il frappe à mort bien mieux que toute autre baguette, vous pouvez prendre des baguettes de sureau avec vous. On va prendre un Ouais, taser ouais, pour ouais, faire une baguette de et je sureau. quoi. sais m'en servir. Oh non. D'ailleurs, pensez aussi, en ces périodes de forte chaleur, que le sureau lutte contre la fièvre. Vous pouvez prendre une branche évidée dans laquelle vous aurez glissé un petit papier avec votre nom et votre date de naissance, et ça guérit de la fièvre. Voilà, Oh. on aurait pu penser à ça pendant le Covid. Bah oui. Mais ouais, sinon tout le monde aurait fait ça. C'est une technique. Mais oui, herbe mais voilà. secrète, Ça... quoi. Ouais. et pour continuer d'ailleurs sur sa fonction protectrice, sachez que les baies de sureau vous protégeront du mal et de la négativité. Si vous en mettez quelques-unes sous l'oreiller, vous serez également protégé de l'insomnie et portez-en sur vous, pas d'adultère. Ah! Ah ah. Et ça, c'est important aussi. Suspendu à la fenêtre ou au-dessus des portes, ou quand il pousse près de la maison, il protège la maison contre le mal. Dans le jardin, il prévient également de la sorcellerie. Et si ça suffit Et- pas, vous pouvez aussi bénir une personne ou un lieu en semant aux 4 vents des feuilles et des baies de l'arbre au nom de la chose visée. Et il fait le café aussi, le sureau, du coup. Moi, je pense qu'il fait le Moi, je pense C'est qu'il dingue. fait le Il fait tout, il fait tout. Vous le trouverez d'ailleurs parfois sous le pseudonyme de Arbrofé. On pensait Oh. d'ailleurs que en fait, on pensait que les esprits, vu qu'il est creux, vivaient à l'intérieur. C'est Voilà. logique, ouais. Et c'est pour ça aussi on dit qu'il saigne. En fait, apparemment, il libère une sève rouge quand on le coupe, et donc voilà, on dit saigner parce qu'il abritait les esprits des fées. Et que si on Ah, mais faut lui pas faisait du le mal, couper, on du faisait coup. du mal aux fées. Voilà. Et comme il est creux, ben voilà, peut-être que des petites fées habitent dedans. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il habite énormément d'insectes vivent à l'intérieur. Et du coup, Ouais. c'est vraiment un Ouais. arbre super cool en termes de biodiversité et tout ça. Ouais. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on lui attribue tous ses bienfaits. Ok. Donc voilà,
Si vous êtes toujours pas convaincu d'avoir un sureau chez vous, voilà, c'est un super hôtel à insectes et ces feuilles aussi accélèrent la décomposition du compost. On peut faire du purin de sureau qui est hyper utile en jardinage pour combattre le mildiou et les pucerons. Il repousse les rongeurs. Son compost favorise les lombrics. Ses baies attirent les oiseaux. Mais moi, comme je suis juste un énorme sac à bouffe et à boisson, c'est le côté culinaire de la chose qui m'a attiré d'abord. Donc je vous conseille, si vous ramassez ces fleurs, de faire du sirop de sureau qui est super bon déjà en général, mais qui est super bon quand vous avez une bière pas très bonne. Genre si vous avez une Heineken à la maison, vous pouvez mettre un petit peu de sirop de sureau dedans, c'est trop bon. Vous pouvez faire de la limonade de sureau, des cakes, des beignets. Et avec les fruits, moi je fais souvent de la confiture ou des jus, des tartes, des gâteaux. Et on peut même infuser du vin avec. Vous pouvez faire du vin avec du vin blanc avec les fleurs et du vin rouge avec les fruits. Vous pouvez boire de la tisane. Enfin voilà. Mangez du sureau, restez à l'abri des fièvres, plantez des arbres et voilà. Et à bientôt pour une nouvelle chronique sur une plante incroyable. Et suivez le code promo en bas pour commander votre sureau chez vous. www.sureaunoir.com, partenaire de cette Merci vidéo. en tout cas, mais le vin de sureau, c'est très très bon. J'ai déjà eu l'occasion d'en C'est goûter. trop bon, mais c'est un peu fin, c'est très bon. si vous avez déjà mangé ou bu quelque chose au sureau, c'est extrêmement, enfin c'est vraiment très doux, très fin. Moi, je me souviens que c'est sucré, ouais. Envie. C'est un petit peu sucré. Enfin, moi j'adore vraiment cette plante. Elle est incroyable. Voilà. Donc, si vous en voyez, c'est la saison en ce moment. N'hésitez pas à en ramasser, à en faire sécher, et ne serait-ce que pour vos tisanes hivernales quand vous aurez la vilaine toux de février là. Il me semble qu'on en met aussi dans les gâteaux. Ouais, moi j'avais fait un cake aux fleurs de sureau, c'était super bon. Oh. Bah, en tout cas, merci du conseil, Manon, du conseil merci, culinaire et folklorique. De rien. Effectivement, le sureau. Bah, d'ailleurs, du coup, c'est pas pour rien. J'imagine que J.K. Rowling a utilisé le sureau pour la baguette la plus puissante de la Terre. Exactement, je pense qu'effectivement, c'est très lié. Et la plupart, Merci de renseigner. ces infos, j'en ai peut-être déjà parlé, mais je pense que je vais faire des mini-chroniques comme ça de temps en temps sur des plantes. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup, donc de Scott Cunningham, qui s'appelle Encyclopédie des plantes magiques et qui rassemble plein d'anecdotes, toutes ces anecdotes magiques en mode prendre la baguette et frapper sa veste avec et tout ça. Ça vient de là-dedans et je résiste pas rapidement parce qu'en le feuilletant tout à l'heure, en cherchant de quoi j'allais vous parler, je suis tombée sur la page de la marijuana. Et donc, je ne résiste pas à vous dire à quoi ça sert parce que c'est très très drôle. Donc, la marijuana, appelée couramment chanvre indien, était utilisée sur une large échelle en magie autrefois. À cause des lois adoptées dans les années 1930, qui restreignent son utilisation et le commerce de cette plante, plusieurs pratiques sont en voie de disparition. En voici quelques-unes. On a longtemps utilisé le chanvre dans les divinations et rituels d'amour, comme le rituel de la graine de chanvre, pratique notoire, dont voici une description. Apportez une poignée de graines de chanvre à proximité d'une église à minuit, juste avant le solstice d'été de préférence. Faites le tour de l'église 9 fois en répandant les graines et en répétant les mots suivants. Graines de chanvre, je te sème, graines de chanvre, je te sème, qui viendra après moi faucher la récolte. Vous aurez alors une vision de votre futur époux ou épouse et vous créerez peut-être des problèmes locaux à l'église. Des problèmes légaux à l'église locale, pardon. Voilà. Donc j'aime bien, voilà. Je trouve ça très drôle. Si vous avez ce bouquin sous la main, je pense qu'il faut pas trop le prendre au sérieux, mais en tout cas, c'est une très drôle encyclopédie sur les plantes. Mais merci encore une fois. Et à propos de problèmes légaux, ce qui peut parfois être problématique, non pas forcément au regard de la loi, pour le moment, enfin en tout cas je sais pas où, mais c'est l'appropriation culturelle. Et c'est foireux de ouf, mais c'est pas grave. Je serais pas allé on va là-dessus. aller au bout du truc. Je serais allé ailleurs, mais vas-y. Ouais, on aurait pu parler, je sais pas, de genre de magie. Oui, mais justement, je trouvais ça trop simple. Et je trouve qu'il y a quelque chose qui est beaucoup de l'appropriation culturelle, c'est le chamanisme, parce qu'on met du chamanisme partout, alors qu'en fait, le chamanisme, c'est sibérien. Et du coup, je voulais te laisser la parole, Nico. Voilà. C'est pas si raté que ça, hein, ça va. Merci Marc. un Alors, peu il faut savoir que vu qu'on a parlé de nourriture, j'ai mon ventre qui risque de faire du bruit parce qu'il est tard et j'ai faim. Moi aussi. Et ça m'a trop donné faim en fait la chronique de Manon. On va manger tous du sureau ce soir. C'est clair. Donc du coup, oui, pour recontextualiser un peu, déjà je tiens à remercier Héloïse qui a relu mon script pour aujourd'hui. C'était la première fois que je faisais une relecture de chronique et c'est cool, voilà. Donc aujourd'hui, comme l'a si bien dit Marc, donc je vous propose une petite réflexion, enfin pas si petite d'ailleurs, sur un sujet que j'ai déjà abordé à plusieurs reprises ici, avec vous, enfin, sur ce podcast, sans jamais trop eu le temps de le développer. En fait, j'aimerais revenir sur la notion de chamanisme, qui en soi est très intéressante, mais souvent utilisée assez maladroitement ou dans des contextes mal définis.
Et pour ça, en fait, je ne vais pas vraiment vous apporter de connaissances spécifiques sur le sujet, parce que en fait, c'est un sujet que je maîtrise pas assez. Mais à la place, je vous propose de revenir sur la démarche que j'ai eue et d'apporter des ressources pour comprendre la problématique. Ça va être un peu Ok. didactique aujourd'hui. Cool. Et à mon avis, ouvrir cette réflexion peut réellement être profitable et aller de pair avec un autre truc que j'aime bien faire ici, c'est déconstruire un peu des préjugés tout en apprenant des choses. Voilà, comment s'amuser et se cultiver. Eh bah, let's go. Alors, J'ai hâte. comme je l'ai déjà tant évoqué, les mots chaman et chamanisme ont tendance à me gêner. Ils ont commencé à être utilisés largement en sciences humaines à partir du 19e siècle, au sujet de certaines sociétés traditionnelles à travers le monde. Et à l'origine, comme l'a dit Marc aussi en introduction, ils viennent du vocabulaire de peuplades de Sibérie pour désigner les sorciers de culture toungouse ainsi que leurs pratiques. Et pour une définition générale, le chaman, c'est en fait celui qui assure le lien entre sa communauté et le monde des esprits, par l'intermédiaire de la transe ou d'états modifiés de conscience. Mais de nos jours, je trouve ces termes trop englobants, trop universalistes, et particulièrement mal adaptés, surtout pour les peuples précolombiens. Et ce pour une bonne raison, en fait, ils donnent un sens global et holistique, donc c'est-à-dire donnant l'apparence d'appartenir à un tout, à des personnes et des activités qui évoluent ou ont évolué dans des contextes uniques et définis. Et le problème, c'est que ça a tendance à effacer cette unicité au profit d'un sens plus large, mais également plus vague. Pour faire simple, si on se penche sur ces peuples, définir de manière universelle des pratiques comme chamaniques et les garants des rites et intermédiaires du monde spirituel comme chaman, c'est pour moi trop simple et trop réducteur. Si l'on prend l'exemple des Amériques, que vous connaissez bien, j'imagine. Grâce à toi. Oui. Merci. Chaque plus en peuple, plus. chaque culture possède ses propres pratiques, ses propres croyances, ses propres termes pour qualifier celles et ceux qui en sont les dépositaires. Donc on a des noms, des rites qui nous ont été transmis ou rapportés grâce à l'histoire, l'archéologie ou même l'ethnologie. D'où le fait que tout mettre dans le même panier et y accoler l'étiquette chamanisme a fortement tendance à établir de fausses constructions mentales et au final des données erronées, surtout auprès du grand public. Il faudrait, je pense, à la place, ça c'est une réflexion perso, soutenir qu'il y a autant de cultures traditionnelles que de pratiques religieuses et magiques, sans les généraliser. Mais aujourd'hui, au lieu d'expliquer l'impact qu'a cette manière de voir les choses, c'est quelque chose que je suppose que je fais suffisamment dans mes autres chroniques, je vais plutôt raconter comment j'ai cherché à comprendre en quoi ça me gênait autant. Parce que, oui, après tout, en fait, je pourrais laisser tomber, passer à autre chose et accepter d'utiliser un terme qui parle au plus grand monde. Ça aurait même peut-être été mieux pour ma santé mentale. Mais j'avais pas envie de passer à côté d'éléments qui auraient pu être importants. Alors pourquoi ça me fatigue autant d'entendre parler ou de voir dans des œuvres des chamans amérindiens comme s'il s'agissait d'une figure archétypale ? Est-ce que ce sont des clichés grossiers et dépassés ou de naïfs abus de langage ? Est-ce qu'il me manque des clés pour comprendre la problématique ? Je pense qu'il y a un peu de tout ça. Et je suis sûr aussi que je suis biaisé sur le concept et la notion même de chamanisme, étant donné que je n'en connais qu'une définition globale, comme je vous ai présenté au début, et que je n'ai jamais vraiment lu, en fait, sur des peuples hors Amérique. J'ai donc décidé de tout reprendre depuis le début, et s'il me manquait des clés de compréhension, que j'avais laissé de côté un ou plusieurs éléments importants, c'était selon moi une démarche nécessaire. Donc en fait, je vous propose une petite analyse critique de la manière dont j'ai construit, ou déconstruit d'ailleurs, ces concepts. En réfléchissant au premier biais que j'ai identifié, je vais vous raconter une petite anecdote. Alors chaque année, en été, il y a une personne de mon entourage proche qui fête pendant 3 ou 4 jours son anniversaire. La maison et le terrain se transforment en une sorte de mini-festival avec plusieurs dizaines de personnes par jour, des tentes, des repas, des apéros, des activités, de la musique, bref plein de trucs. Et j'ai déjà invité des amis, j'ai déjà apporté ma guitare, et même tout ça, ça a l'air sympa comme ça, mais généralement j'y reste qu'une seule journée en fait. Parce qu'il faut préciser qu'une bonne partie des personnes qui sont présentes se revendiquent de spiritualité alternative, bouddhiste, New Age, les lois de l'attraction, ce genre de choses. Et elles ont des positions et idéologies tranchées, radicales, voire des fois à tendance conspirationniste. Et ça, voyez-vous, eh bien ce n'est pas exactement ma tasse de thé. Il arrive souvent lors des discussions que l'intuition, le ressenti personnel, un supposé savoir caché prime sur toute forme de connaissance établie et qu'on se retrouve vite hors du domaine de la rationalité.
Bref, je vais pas détailler plus ni chercher à juger. En fait, il faut juste comprendre que c'est pas le genre d'environnement où je suis très à l'aise. Et à un moment, pendant un bel après-midi ensoleillé, fut organisé un atelier yoga en plein air. Et il s'avère que celui qui dirigeait cet atelier était un chaman. Un vrai. Oh. Il avait même un tambour. pour vous dire. Je sais pas pourquoi je sens la chute, tu vois. Alors bien sûr, quand je l'apprends, je lève un sourcil circonspect depuis mon transat. À l'époque, j'avais déjà un petit peu lu sur les pratiques magico-religieuses de peuples traditionnels, notamment précolombiens, mais j'avais jamais vraiment questionné le concept même de chaman. Et avoir en chair et en os un vrai chaman français blanc, dans un contexte qui n'a de toute évidence rien à voir avec des pratiques de peuples traditionnels, eh bien je ressens un peu la même sensation que quand je vois le totem en plastique, vous savez, devant Buffalo Grill. Désolé Manon, je sais que t'aimes bien ce resto. Mais j'aime bien, mais je Comment sais, ça je sais ce dénonce que, je sais, tu vois, que ça implique des choses pas bien, tu vois. C'est juste, cette référence m'était venue, ça m'a... Complètement. Et en y repensant, en fait, il existe un terme. Un terme pour ça chez les militants des droits autochtones en Amérique du Nord, c'est plastic shaman, ou chaman en plastique en français. Puisqu'il s'agit ni plus ni moins en fait qu'une bonne grosse appropriation culturelle pour flatter l'ego des occidentaux un peu en manque de spiritualité. Et ce sont des gens donc qui pillent à leur guise, un peu comme les colons de la première heure, ce qui leur parle le plus tout en rejetant le reste. Donc certains de ces chamans en plastique, qui ne sont pas d'ailleurs tous blancs et occidentaux, gagnent même leur vie ou leur notoriété comme ça. En fait, le terme chaman, il est utilisé de manière ironique par les militants, puisqu'il fait même pas partie du vocabulaire autochtone, et c'est quelque chose qui a été apporté par les occidentaux. Ouais. Alors, le mec que j'ai vu se revendiquait peut-être aussi du chamanisme sibérien. Vu le tambour, ce serait pas si étonnant. Mais du coup, on a aussi affaire à de l'appropriation culturelle, puisqu'il s'attribue un titre et une pratique d'une autre culture en la détournant de son sens premier pour acquérir des bénéfices personnels, une reconnaissance sociale, une autorité, de l'argent, ce qu'il veut, quoi. Donc voilà, si je résume, pour une partie de mon entourage proche, des gens que j'apprécie, le chamanisme c'est ça. Et ça colle absolument pas avec les quelques connaissances du sujet que j'avais à l'époque. Je suis persuadé qu'il y a une différence entre des pratiques traditionnelles de peuples non occidentaux et leur réappropriation par certains jusqu'à arriver sous mes yeux dans le sud-ouest de la France du XXIe siècle. Du coup, mon premier biais est le suivant. Je suis sensible à mon échelle à ces problématiques d'appropriation culturelle qui, pour moi, desservent les sciences humaines. Donc, quelque part, j'ai tendance à essayer de toujours vouloir déconstruire certains concepts abusifs comme celui-ci. Deuxième biais. En fait, je ne connais pas le chamanisme. Je n'ai jamais lu sur des communautés de Sibérie et en fait, tout ce que je connais est issu de livres ou de papiers scientifiques sur des peuples précolombiens. La grande majorité est écrite dans le domaine de l'archéologie, de l'histoire, de l'archéométrie et de l'anthropologie bien sûr. Et ça en fait je me rends compte que ça fausse énormément ma connaissance du sujet. Parce que, je crois que j'avais déjà évoqué, mais dans cette littérature, le terme chaman c'est quelque chose qui est assez vieillot, plus vraiment utilisé depuis les années 90, étant donné qu'il ne correspond pas à une réalité en Amérique. Plutôt une ancienne grille de lecture anthropologique qui ne rend pas compte de la complexité de chaque peuple. De fait, je me rends compte que pour moi, et comme j'ai dû aussi le dire plusieurs fois avant, en fait, il est nécessaire de dépasser les termes chaman et chamanisme pour mieux comprendre les peuples autochtones et la pluralité de leurs pratiques spirituelles, magiques ou religieuses. Et c'est même pas difficile à faire puisqu'il existe des termes pour ça qui nous sont parvenus et que personnellement j'essaie de véhiculer. Mais il faut garder en tête que le chamanisme correspond à une réalité, chez les peuples sibériens par exemple. Et malgré tout, au XXe siècle, le concept de chamanisme cherchait aussi à expliquer et à faire état de pratiques avérées, même en Amérique. On a un exemple avec les Boïks Taino qui inhalaient une substance qui s'appelle de la cohoba, donc un mélange fortement hallucinogène dont les effets sont proches du LSD pour avoir des visions. Saphir pourrait en témoigner. Ah, tu m'as filé la dernière fois du coup. C'était donc ça. Donc on est clairement dans un état modifié de conscience qui est facilement interprétable avec une grille de lecture chamanique. Et aussi, qu'en est-il des autres disciplines, de l'ethnologie, de l'anthropologie, d'autres sociétés ? En fait, je me rends compte que ma vision des choses est déformée par mon prisme de connaissances qui est en fait plutôt restreint. Et ayant identifié ces deux biais, je décide de repartir à zéro pour reprendre les bases et mettre à jour mes connaissances. Alors lorsque j'ai envie de me pencher sur un sujet comme ça, pour partir du plus général possible, j'ouvre 3 onglets sur mon navigateur. 1. Wikipédia, en français et en anglais,
pour avoir un aperçu global et un aperçu des premières sources, si je veux aller un peu plus loin. 2. Google, pour voir s'il y a des articles grand public qui sont dispo et intéressants dans les premières pages, ou alors publiés récemment. Et 3. YouTube, parce que souvent, en fait, il y a des super vulgarisateurs, et c'est cool s'il est tard et que j'ai la flemme de lire. On va pas se cacher, on fait tous ça. Complètement. Cette méthode, elle marche en général plutôt bien. Ensuite, j'affine avec Google Scholar pour trouver des publications scientifiques. Il y en a plein, il y en a des tonnes en libre accès. Et si je me motive, je regarde même les livres dispo en bibliothèque. Ou si, pareil, la flemme, je regarde s'il y a des PDF en ligne. Mais en réalité, les résultats des premières étapes étaient si inégaux, on va dire, pour ce cas-là, que ça a été plus long que prévu. En fait, sur Wikipédia, j'ai pas grand-chose à redire. Les pages en français et en anglais font le taf et sont assez complètes. Globalement, Wikipédia, c'est un outil qui est plutôt fiable, bien que parfois un peu léger. Donc c'est pas mal comme point de départ lorsque c'est bien sourcé. Sur la recherche Google, ça commence à être mitigé. On accède facilement à de très bons articles, mais on a aussi toute une pluie de sites ou de blogs sur le bien-être ou la spiritualité New Age. Donc il convient donc d'avoir une certaine rigueur, mais ça reste gérable. Et enfin, j'arrive sur YouTube. Je tape en français chaman ou chamanisme, je me rappelle plus trop, dans la barre de recherche. Oh, t'as dû J'appuie rigoler. j'appuie sur entrée, et là, en fait, je me retrouve dans une sorte d'univers parallèle assez étrange. Et c'est un univers parallèle où j'ai jamais dû autant scroller de ma vie sur YouTube pour trouver un truc juste dans lequel je pourrais apprendre des choses et qui tient la route. Tellement c'est noyé sous des tonnes et des tonnes de vidéos sur des courants de spiritualité contemporaine qui reprennent les concepts de chamanisme. Ouais. J'en reviens même à me dire qu'on pourrait y trouver des trucs intéressants. Après tout, s'il y a des gens qui se revendiquent chamans, ils doivent connaître l'histoire du chamanisme, des controverses autour de l'utilisation du terme, des notions d'anthropologie, bref, un bagage documentaire qu'ils pourraient partager. Et puis surtout, je commence à en avoir marre de scroller. Donc j'ouvre 2-3 vidéos, je me limite à celles qui font pas plus de 20 minutes et qui ont pour titre « Qu'est-ce que le chamanisme ? Qu'est-ce qu'un chaman ?» Ce genre de truc bien général. Tu dois être content de ton feed. C'était en navigation privée. Malin. Ouais, astuce de pro. Donc déjà, premier problème, en fait, celles et ceux qui en parlent sont tous blancs et visiblement plutôt aisés vu à quel point ils mentionnent leur voyage à travers le monde. Donc niveau diversité et entre grosses guillemets authenticité, c'est pas terrible. Deuxième problème, ils sont très lacunaires sur l'histoire, les croyances ou pratiques de peuples autochtones. Il n'y a aucune référence à des travaux anthropologiques ou ethnologiques. Et parfois, ça devient assez extravagant. Ça parle de bouddhisme, ça parle d'anges, d'âmes, de druides, d'indiens d'Amérique dans les pires clichés possibles, de conscience de la nature, d'astrologie. Bref, chacun fait un peu à sa manière et je comprends vite que ce néo-chamanisme en fait se résume à tu composes ta propre spiritualité en mode do it yourself en piochant ce que tu veux où tu veux. Ils ont tout foutu dans un checker et ils appuient dessus et après tu te sers un grand verre de spiritualité, quoi. C'est exactement ça, en fait, c'est une sorte d'appropriation culturelle syncrétique, mais qui est pas si étonnante finalement à l'heure d'Internet. Oui. Ces chamans, en tout cas, ils n'ont aucun rôle au sein de communautés humaines, comme c'est le cas dans des sociétés traditionnelles, où les garants des rites de la tribu possèdent un fondement social qui est nécessaire. Là, il s'agit plus de montrer sa particularité, son originalité, son truc, de faire payer ses services ou des prestations, de donner des formations, des conseils en santé, d'organiser des activités. En fait, ce qui en fait plus des sortes de coachs personnels qui répondent à des problématiques individuelles liées à l'épanouissement de soi, des néo-chamans de start-up tribus avec des valeurs complètement libérales au fond. Il n'y a aucune dimension collective ou communautaire dans ce genre de démarche. L'individu et le bien-être personnel sont au centre de tout, là où la notion même d'individualité n'existe tout simplement pas dans les sociétés traditionnelles, puisque l'entité par laquelle on se définit, c'est le clan ou la tribu, et non soi-même en tant qu'individu propre. C'est pour ça, par exemple, comme on l'avait vu chez les Iroquois, que l'exil ou l'exclusion d'un groupe est souvent l'une des pires sentences possibles. Et de la même manière, il serait inimaginable qu'il existe un chaman, entre guillemets encore, sans tribu, étant donné que ce rôle lui est attribué seulement dans le contexte bien défini de sa communauté, avec ses propres rites, ses propres mythes et croyances qui diffèrent des tribus voisines. Bon, au milieu de YouTube, je tombe quand même sur 2 vidéos, oui 2 seulement, qui répondent à mes critères de recherche initiaux. La première, elle provient de la chaîne YouTube Les Ethnochroniques, qui parle d'ethnologie, donc une discipline que je connais finalement assez peu, et sa vidéo est juste excellente. Et d'ailleurs, j'ai très envie de lui piquer le terme de chaman auto-entrepreneur pour qualifier celles et ceux qui affichent leur pratique du néo-chamanisme. Mais ça va plus loin parce que l'autrice, elle prend vraiment le temps d'expliquer et vulgariser plein de concepts autour du chamanisme, et c'est sourcé, donc c'est vraiment au top. La deuxième vidéo, en fait, c'est une série de vidéos d'interviews
de l'anthropologue Robert Tamayon, que je découvrais, et qui est une chercheuse spécialisée justement dans le chamanisme de Sibérie et de Mongolie. Et c'est une véritable mine d'or sur le sujet. Si vous vous interrogez sur la question, je vous recommande vivement d'aller l'écouter. Elle va des peuples chasseurs-cueilleurs à la spiritualité contemporaine et clarifie un bon nombre de choses. Ça peut être un peu long parce que je crois que c'est en 6 parties. Elle développe aussi sur le chamanisme sibérien, qui est le cœur de ses recherches, et les pratiques de différentes cultures. Et ça me rend triste un peu parce que, en fait, ce genre de vidéo, ça devrait être facile d'accès sur YouTube Mais et complètement. non caché Ouais. au bout d'une heure de scroll. Et en plus, il y a très peu de vues, je crois que c'est juste quelques centaines de vues. Donc voilà, c'est un peu triste. Bref, on va pas aller plus loin. Donc personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé à remettre en question des concepts qui restaient assez flous ou mal définis, parce que comme on l'a vu, j'étais un peu biaisé par des trucs. Et j'avais juste envie de partager cette démarche parce que, pour le coup, les recherches les plus basiques, elles sont pas si faciles à faire. Non, mais complètement. Étant moi-même un petit peu dans tout ce qui va être New Age, machin et tout. Mais en fait, c'est le paradoxe du ouais, je suis une sorcière, mais je suis chercheuse aussi, tu sais. Et oui, Du tout coup, à fait. et du Mais coup, c'est pour c'est ça. assez horrible en fait. Je vais continuer et puis après on va revenir. Ouais, carrément. Mais je ressens ta T'inquiète, souffrance. Voilà. Donc au final, j'ai encore beaucoup à lire sur le sujet et je compte bien entendu continuer à clarifier des choses, surtout concernant les peuples précolombiens, dans mes futures chroniques. Comme on l'a vu, en fait, l'archétype du chaman amérindien, qui est une construction totalement occidentale, est encore malheureusement trop utilisé. Certes, ça permet une représentation facile, mais ça véhicule aussi des tas de clichés et amalgames. Et à mon sens, il est nécessaire de les déconstruire et pouvoir les dépasser en prenant juste le temps de se renseigner sur chaque culture indépendamment. Il me semble aussi important d'être au courant des notions autour des termes de chaman et chamanisme et de les utiliser dans des contextes appropriés, comme pour les cultures sibériennes par exemple. Pour aller plus loin, je vous recommande le très bon article du linguiste et historien Hakan Rydving qui s'appelle Le chamanisme aujourd'hui, construction et déconstruction d'une illusion scientifique, où il va encore plus loin que moi. Je spoil pas trop, mais je vous conseille de lire, c'est pas très long. Donc je sais que parler de spiritualité et de croyance peut être un petit peu touchy. Aussi, je m'excuse sincèrement si j'ai blessé qui que ce soit dans cette chronique. C'était vraiment pas mon but. Par contre, dénoncer le pillage culturel me semble primordial et la limite, elle est extrêmement floue lorsqu'il s'agit de la culture immatérielle. Et là, la responsabilité individuelle de chacun, elle peut jouer et faire la différence. Donc je pense que c'est ça en fait le cœur du message que j'aimerais vous laisser. Mais avant de partir, je vais vous laisser avec cette citation d'une ou un natif anonyme qui est mi-Apache, mi-Cherokee, comme cette personne le précise, sont des cultures qui n'ont rien à voir entre elles, que j'ai trouvé sur un forum consacré à l'appropriation culturelle dans la fiction. Donc je trouve que ça se prête bien aux clichés sur le soi-disant chamanisme des peuples américains. Donc l'original est bien sûr en anglais, mais très librement traduit et tronqué par mes soins, ça donnerait ça. Début de citation. Les natifs américains ne sont pas des elfes magiques qui traversent des ponts arc-en-ciel. Il faut éviter de romantiser les peuples natifs. N'évoquez pas des trucs offensants comme adorer les esprits du loup, le pseudo-primitivisme ou les discussions avec des ancêtres décédés. Non, vraiment, évitez. On existe toujours. On n'est pas des licornes ou des nymphes des forêts, mais des vrais gens bien vivants, avec nos ados chiants, nos patrons stupides et nos belles-mères qui râlent. Les natifs américains ne sont pas une monoculture. La plupart de ce qu'on voit, en ce qui concerne l'Amérique du Nord, vient du Buffalo Bill's Wild West Show. Donc une note en aparté, c'est un spectacle itinérant célèbre à l'origine de très nombreux stéréotypes. Fin de l'aparté. Qui présentait des villages de tipis, des recréations mélodramatiques et plus de coiffes à plumes qu'au Coachella. Les recherches peuvent être difficiles à cause du biais de confirmation et de l'exploitation commerciale. Si vous cherchez par exemple en ligne légendes indiennes d'Amérique avec des loups, vous allez trouver plein de trucs, mais la vaste majorité, si ce n'est 100%, est faux et inventé. Faites des recherches, ne mettez pas tout en vrac dans un blender. Allez à la bibliothèque, attrapez des bouquins sur le folklore et l'histoire. Il y a tellement de choses plus intéressantes et profondes que les clichés. Et surtout, arrêtez de propager la propagande coloniale comme les histoires avec les loups et les esprits. Fin de citation. Voilà pour mon sujet d'aujourd'hui. Je sais pas ce que ça vous inspire. Alors moi, j'ai ça me une parle, remarque mais trop, quoi. tout de suite, c'est que si vous avez l'occasion, allez à Confluence et vous avez une super exposition justement sur tout le Buffalo Bill show et l'influence que ça a sur sur la mentalité et les clichés en Occident. Ah. Donc filez la voir si elle y est encore. Et parce que rebondissement sur une expo, moi j'avais vu l'expo à Toulouse Magie Sorcellerie, qui je trouve était franchement une blague. C'était pour moi une expo. En plus, elle était
coproduite avec, co-créée avec Confluence, donc j'étais hyper surprise parce que d'habitude c'est vraiment du contenu de qualité. Pour moi là c'était vraiment putaclic et justement t'avais des témoignages de je sais plus comment t'as appelé ça, de plastique chaman. Ouais, Plastic Shaman. Voilà. En fait, cette expo ne m'a rien appris. Ça parlait de chamanisme à tour de bras en mode si présenté dans cette vitrine des animaux chamaniques empaillés. What the fuck, Ouais. chamanique de quoi, de où? Et pour un musée d'histoire naturelle, j'ai été hyper déçue, surtout Ça la qu'ils ont fout une mal. grosse collection ethno. Enfin voilà, C'est après peut-être que j'ai raté des infos, hein. Je suis pas non plus infaillible. Mais voilà, donc si je crois qu'elle tourne cette expo, donc je recommande pas, mais par contre elle a l'air cool cette expo dont tu parles, Marc. Bah, elle a l'air chouette, ouais. C'est clair. Ouais, après, je sais pas si elle est toujours, mais en tout cas, je l'avais visité en début d'année et c'était assez intéressant, je trouvais. Justement, de voir un peu toute l'influence que ça a jusque dans les publicités où ils te passaient des extraits de pub en France dans les années 90-2000. Et t'es là, tu fais, ah ouais, putain, t'es vraiment méga raciste, mais on s'en rendait pas compte, Non mais gamin, quoi. Buffalo Grill, les gars, on en Ouais, parlait, mais Buffalo Grill quoi. J'ai jamais mangé dans aucun Buffalo Grill de ma vie et j'en Putain, suis très mais fier. bon, maintenant J'étais Team French. ça a changé. Maintenant, ils ont enlevé tout leur décor, machin et tout. Ah Donc ouais, ok. c'est triste Mais tu en disais- mode oh non, mon truc nostalgique d'enfance, tu vois. Mais en fait, c'est nécessaire, tu vois, de Ouais, faire ça. T'es triste parce que tu pourras plus voir le gros bison et tu vois, enfin. Mais on est au Mais 21e siècle, quoi. voilà, en vrai, on est en Ouais, 2022, il faut que ça cesse, tu vois. Non, mais c'est vrai que comme tu dis, c'est très touchy comme manière de faire parce que tu peux pas, vu que tu as quand même des gens de nos jours en Occident au XXIe siècle qui vont se créer leur forme de spiritualité à eux, c'est très difficile de leur dire t'as pas le droit de faire ça non plus. Oui. Mais et du coup, c'est vrai que c'est un peu comme être sur une sorte de fil au-dessus d'un précipice où tu as l'impression que tu vas froisser l'un ou l'autre personne. Bon, après, dans l'idée, il vaut mieux éviter de froisser quand même des gens dont c'est vraiment la culture. Mais c'est Je pense compréhensible de la c'est part de certaines personnes qui cherchent de penser et trouver quelque chose dans ces je pense, tu vois, spiritualités-là. c'est une question de spectre, ça, tu vois? C'est un peu comme, je sais pas, par exemple, tu prends, le végétarisme Ouais. voilà, la sensibilisation à ce genre de trucs, ça dépend où toi tu te places pour faire le Oui. moins de mal possible aux autres et c'est vrai que c'est hyper important d'avoir ces notions. Genre, par exemple, si on prend l'exemple de la bouffe, ben, tu sais que faire marcher l'industrie de la viande, c'est pas ce qui va sauver la planète. Mais si toi t'aimes la viande, bah, du coup, tu vas peut-être faire des compromis ou ce genre de choses si t'es Oui, conscient un peu du complètement. problème. Oui, Donc là, mais je pense voilà. que c'est un peu la même chose. Je sais pas si l'exemple est très pertinent. Non, mais oui, Et je comprends ce que tu veux dire. Non, mais on voit. Et je voulais aussi rebondir là-dessus, c'est que vous connaissez tous ma passion grandissante pour tout ce qui est philosophie et Et courant de oui. pensée. Et tu vois, moi, les nouvelles spiritualités actuelles, je dirais pas toutes les critiquer, il y a des choses intéressantes, et puis après tout, chacun est libre d'explorer des voies de pensée spirituelle comme il le veut. ah oui, on Simplement, pense voilà, pas quoi, mal. l'exemple du chamanisme que tu as évoqué, même si effectivement c'est hyper touchy et parfois hyper compliqué, je trouve que ça montre bien les dérives possibles. Et je dis pas que tout est dérive, hein, entendons-nous bien, mais ça montre les dérives possibles de ce genre de nouvelle spiritualité quand c'est fait de manière pour le profit, que ça soit le profit financier ou Ah, le c'est ça. En profit fait, social, quoi. l'appropriation culturelle, c'est ça, c'est faire du profit sur quelque chose en fait qui t'appartient pas et qui est potentiellement offensant. Bah, Donc après, et en si tu es dans ton coin tout seul et que tu crois, je sais pas, à l'esprit du loup des Oui, bah, Apaches, c'est ça ouais, en fait, T'as voilà. le ça va droit gêner ça. personne. Et tant mieux À pour Mais toi, partir du tu vois. moment où ça te concerne que toi, il n'y a pas de problème en oui, fait. voilà, Tu bien vois. Exactement, mais sûr. si t'impliques Mais d'autres ouais, gens le dans ton problème, délire c'est et si, ouais, c'est ça. c'est vraiment mettre en avant des pratiques que la personne ne comprend pas et qui en plus n'existent pas, quoi. Techniquement, Exactement. c'est comme le néo-druidisme. Alors, je suis Oui, Ouais. désolé bah, s'il y a des passionnés de druidisme parmi vous, j'en suis pas après le druidisme en lui-même, mais le néo-druidisme, il y a des choses, je suis pas sûr, hein. en Faudrait fait, appeler ça du paganisme, en fait, tout simplement, ou ouais, du en fait, néopaganisme. Mais alors, le paganisme, ça regroupe un peu tout. C'est-à-dire que tu as C'est ça, ouais, les enfin, Celtes, les moi, Scandinaves, Bah, surtout que les Germains, c'est très général, quoi. et surtout que païen, ça a pas du tout la même définition quand je sais pas, si tu remontes à l'Antiquité, enfin à l'Antiquité oui. tardive, et à maintenant, tu vois, genre, Oui, oui. oui. pas te revendiquer d'un truc. Bah, Enfin, après, c'est moi, compliqué. je trouve ça Ah, bah, hyper tu peux, hein. intéressant. Je trouve ça super intéressant parce que t'as justement dans ces néo-religions spirituelles actuelles, bah, en fait, justement, on te dit, en fait, tu peux croire en ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, et en fait, t'as qu'à faire tes recherches et piocher, et tu prends ce qui te convient. Et moi, je trouve ça cool dans Exactement. le
sens où ça te C'est permet cool, de ouais. créer un truc sur mesure pour toi, mais en Ouais. même temps, effectivement, il peut y avoir des dérives. Enfin, après, je trouve ça cool dans Bah, le sens où ça c'est te hyper force à faire libéral. des... C'est Voilà, hyper ça te libéral force à comme faire des démarche. recherches, Ouais, mais le 21e siècle, problème, hein. c'est que toutes les sources, elles sont pétées, quoi. Comme tu le disais, Nico, enfin, franchement, faire des recherches, moi, mon exemple le plus parlant, c'est que on m'a offert un jour un set de runes pour la Yes, divination, en fait. J'en Et en avais un fait, aussi. Hein. putain, mais faire des recherches sur les runes, c'est un cauchemar. Il y a Ouais. que des sources de merde. Tout le monde te dit oui, telle rune, elle veut dire tel truc. En fait, frérot, on sait pas du tout. Ça veut dire quoi, tu vois? Et Ça tourne grave en rond, j'ai l'impression. non, Ouais, mais c'est japonais ça. sur Et le en plus, coup. surtout, C'est ça. il y a rien qui indique nulle part que ça a été utilisé par les Vikings ou qui que ce soit pour la divination Ouais, c'est avant le 19e siècle, tu sais. Et en fait, quand tu veux chercher rapidement quelque chose, toutes les sources, c'est hyper biaisé. C'est des trucs effectivement néo-spirituels, Ah, mais- sans et aucun puis, fondement, tu vois. Enfin, voilà, ce sont des choses qui n'ont pas de sources textuelles ou de sources historiques, documentaires hyper précises. Et du coup, ouais, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, quoi. C'est ça. exactement, Après, mais du coup, je me rappelle. c'est bien parce que c'est facile, entre guillemets, tu peux l'interpréter comme tu veux, vu qu'il n'y a Oui, non, mais bien sûr, source, mais tu vois, voilà. Mais Je peux me c'est permettre, dangereux. je vais- là. Je vais Voilà. jeter un énorme pavé dans la mare, si vous me permettez, mais c'est parce que j'aime le chaos. Est-ce que c'est pas le principe de toute spiritualité que d'évoluer finalement en fonction des gens qui pensent la pratiquer de telle ou telle Mais de manière? ouf. C'est-à-dire que tu prends Oui. par exemple les dieux égyptiens, c'est un bordel infâme, mais parce qu'en même temps, c'est sur des centaines d'années, quoi. Donc forcément, ça évolue. Et Mais là, moi, c'est je trouve encore ça- pire je au trouve ça 21e intéressant, siècle ouais. parce que justement, tu as toute l'humanité qui est ensemble sur un seul et même endroit, Internet, donc tu as accès à tout et rien en même temps. Et du coup, forcément, tu vas créer des trucs et oublier d'où ça vient petit à petit. Comme tu le disais, Manon, la plupart des infos qu'on a de toute façon sur les trucs païens, c'est les trucs du 19e qui sont complètement fucked up parce qu'en fait, c'est des mecs qui ont raconté n'importe quoi dans des bouquins et qu'on ressort ça aujourd'hui. Donc, Oui, et ne me donc, lance est-ce même que- pas sur les nazis, tu vois. Tenez, regardez, essayez d'écouter ce podcast, il est vraiment super cool. En terre Cool. païenne avec Marielle de Vlanic. En fait, c'est un témoignage sur quelqu'un qui était vraiment dans tous les trucs. En fait, ça me fait grave penser à ça parce qu'elle en parle beaucoup mieux. C'est une meuf qui est, je crois, chercheuse en religion, je crois, un truc comme ça, qui était vachement, enfin, qui était Théologienne. néo-païenne, du coup, en parallèle. Et elle arrive à faire le rapport un peu entre les deux et à déconstruire pas mal de concepts. Ouais, ça me rappelle ça, genre le truc des runes, par exemple, il me semble qu'elle en parle. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que au final, reprendre des concepts qui t'appartiennent pas forcément et en faire des choses nouvelles, c'est aussi une attitude qui est un peu néocoloniale ou alors ultra-libérale, tu vois. Donc il faut vraiment être conscient de tout ça. Et après, c'est vrai que dans ton coin, en fait, tu fais ce que tu veux, s'il y a aucun souci. Mais par exemple, un mec qui va faire des livres, Commercialise pas, en fait, c'est bon, c'est ça, oui. ça la ouais. vraie dérive, c'est la de commercialiser ta pratique. C'est clair. Parce que C'est moi, je vraiment le suis côté personne pro. pour juger qui que ce soit sur ses croyances. Ah oui, non. Mais bien merci en tout cas d'avoir soulevé cette question et ce débat parce que c'est super intéressant et c'est vrai que j'avais pas, enfin tu vois, en fait ça peut s'appliquer à tellement d'autres trucs au niveau de la spiritualité que j'avais pas forcément réfléchi, mais trop cool. Après, tu vois, nous aussi, on a cette histoire aussi, on est un petit peu avec le chamanisme, on est un peu Mhm. dedans, quoi, tu vois, même si de près ou de loin, ça peut ne pas t'intéresser, ben, on en parle quand même. Au niveau Jean-Claude. de la préhistoire de manière générale, oui, c'est oui, très lié Jean-Claude. à ce que les gens appellent le chamanisme, mais qu'on préfère nous appeler l'animisme, parce que ça englobe peut-être plus de choses que. Puis c'est plus précis en fait, hein, même tu vois, enfin. Je trouve que chamanisme, enfin, comme ça, chamanisme, là, ça veut tout de rien- suite, chamanisme ne veut rien dire, tu vois. Enfin, Maintenant, ça veut plus rien dire, alors que ça devrait vouloir signifier la spiritualité des personnes qui vivent en Sibérie, quoi. pas de ouf. Oui. Mais aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Mais tu vois, enfin, je savais même pas que ça, à la base, ça venait de Sibérie. Enfin, tellement pour moi, ça veut rien dire et tout dire, tu vois, chamanisme, quoi. Enfin. Je le sais grâce à Nico, en fait. Ça fait partie de plein de termes anciens, je pense, qui sont hérités du 19e et qui sont répandus parce que les Occidentaux, ils vont partout. Et... Je crois que tu en avais parlé, Nico, mais je me souviens plus. J'avais vu quelque part, et même des fois dans des œuvres beaucoup plus récentes, genre dans des jeux vidéo, genre ils évoquaient les chamans mongols, mais en fait les Mongols ils avaient des chamans ou pas, même pas. Si. Si, eux ils en ont. Si, Même mot, non. Écoute, Robert Tamaillon, mais en fait, il y a trop de choses sur le sujet. J'ai repéré, en fait, je pense que je vais lui prendre un de ses livres, mais j'ai trop de choses à lire. Mais c'est vraiment un sujet qui est très compliqué. C'est pour ça que je préférais en fait vous donner plus des outils de réflexion, et d'ailleurs ça a marché vu le débat de la fin, et pour essayer juste de sensibiliser à ça, et puis après, voilà, vous faites votre compote comme vous voulez. Totalement. Aussi, on va mettre tout ça dans un blender et on va choisir ce qui nous intéresse. Oui. Avouez qu'elle était cool la citation. Oui, j'aime bien. Grave, de ouf. Bon, bah, en tout cas, merci Nico. Merci pour ton débat, pour ton petit parcours sur le chamanisme. Et merci aussi aux 3 autres compagnons qui nous accompagnent, Sébastien, Manon et Raphaël. Merci à vous 3 pour vos interventions. Mais j'aimerais surtout remercier des gens qui sont incroyables.
Et je veux bien sûr parler de vous, chers auditeurs. Et oui, vous qui nous écoutez, qui êtes peut-être au volant, en train de faire la vaisselle, ou que sais-je encore d'autres activités formidables que vous pratiquez tous les jours. Je voulais vous dire merci du fond du cœur. Merci à vous. Et puis surtout, on vous dit tous à la semaine prochaine. Au revoir. Le bye bye. Bye. Merci à vous, bisous. Méfiez-vous des néo-nazis. Qui font de l'appropriation. Non, mais parce qu'ils font de l'appropriation culturelle de Là, on est de runes et de. J'en ai connu des points Et finaux, ne mais alors celui-là. Ne vous trompez pas d'arbre à sureau.